Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 17. On est en direct du bar, le pub Randolph Ludique Rosemont. C'est vendredi soir, donc il y a énormément de bruit. On va crier toute la soirée. Si vous entendez les gens derrière, inquiétez-vous pas, c'est juste des gens J'ai déjà plus de voix. On a dit les voix rauques, c'est très radiophonique. Et aujourd'hui, on parle des jeux de quiz et de questions, les jeux de trivia. Comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie du patch Adam des jeux. Il vous guérit par le ludique, monsieur Jean-François. Salut JF, ça va bien? Hello, ça va bien, Simon? Magnifiquement bien. Et en plus, aujourd'hui, on est choyé, on est heureux parce qu'on essaie une nouvelle formule, une formule spéciale et secrète. On avait dit pas trop de surprises pour la saison 2, mais on en a quand même une pour vous aujourd'hui. On a fait un épisode avec un invité animateur. On le surnomme le roi du carton. Le maître du carton, fondateur de Tiki Édition et de Tiki Kids. T-Kids, une personne qui façonne l'identité québécoise avec son ingéniosité. Son identité québécoise du jeu, bien entendu. Oui. Monsieur David Dupéret. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de revenir. oui, J'étais là il n'y a pas si longtemps. Je pense que là je fais déjà fuir vos auditeurs. Mon Dieu, il revient. Non, mais là, comme vous pouvez voir, on va essayer d'aller chercher. Bien entendu, tous les invités qu'on reçoit sont intéressants, sont pertinents, tout le monde est bien, mais il y a des gens avec qui ça connecte, il y a des gens avec qui on a une bonne chimie et on va essayer d'inviter de temps à autre des amis de l'émission, des chouchous du jeu. Et aujourd'hui, on a David qui est là avec nous. On est vraiment au content. Québec aussi, on sait que t'es un peu un pied sur les deux continents. Ah oui, c'est ça. Mais j'étais vraiment content de revenir et de pouvoir refaire un petit tour avec vous. Et puis d'avoir le plaisir de vous présenter en avant-première Plus grosse exclusivité. les 3 jeux qui ne sortiront que dans... Ouh là là, 10 mois, 8 mois, 8 mois 2019. Début 2019 et vous les avez vus. Ouais, alors là, c'est ça. David se pointe avec un gros sac. Il y a 3 protos dedans. 3 protos qui sont rendus au stade final, l'illustration. Réédition, ouais. Donc, c'est des jeux qui vont sortir, oui, dans un certain temps, mais les jeux sont prêts, sont raffinés, sont peaufinés. Ils sont faits. Ils sont faits, exactement. C'est des vrais jeux. On vient de jouer les 3 jeux là avant même de commencer cet épisode-là. Quelques minutes avant. On est encore frais là-dedans. On sait même pas encore quoi en penser. Un Du peu bien, j'espère. Ça, on va en discuter dans quelques On en minutes. discutera. On va revenir. T'as-tu ta grille d'évaluation, Jeff? C'est tout rempli, là. On Ok. va passer les Je points suis déjà prêt à partir. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a 2 de ces jeux qui sont avec la nouvelle division de Tiki, donc T-Kids. Oui. Et donc, c'est des jeux pour les enfants. C'est ça, en fait on va sortir cette année 2 jeux 4 à 7 ans donc qui sont réalisés avec mon nouveau collègue Antoine Parot sur la section T-Kids, toujours bien chapeauté aussi, en tout cas aidé par mon autre collègue Julien Malga, mais lui il s'occupe plus de la version Tiki. Ok. Voilà, donc on a 2 jeux enfants, un pour 4 ans, un pour 5 ans, et on a un jeu 9 ans et plus Pour tout le monde. Pour tout le monde, rentrant dans la gamme Tiki. Donc voilà, 3 jeux, Magnifique. début 2019. Oh wow! Alors là, c'est des belles primeurs qu'on a ici. On est chanceux d'avoir ça. Et peut-être juste avant de se lancer là, dans les jeux, quand tu étais venu la première fois, tu nous avais parlé un peu, tu commençais à développer des jeux pour les enfants. Maintenant là, que ces jeux-là sont pratiquement terminés, tu peux peut-être nous parler juste un petit peu la différence de processus lorsque tu développes un jeu pour les enfants par rapport à un jeu qui va être, mettons, pour grand public. Alors, d'abord, on a vraiment pris notre pied à développer du Ouais, jeu c'est le d'enfant. fun. C'était vraiment le fun. Et j'avais plein d'idées préconçues là-dessus, genre ouais, un jeu enfant c'est facile. Mon cul que ça l'est facile. C'est super pas facile. En fait, avec mes amis Antoine et Julien, on a appris beaucoup de choses du jeu enfant, entre autres l'idée que un bon jeu gamer. Imaginons quelqu'un arrive vers moi avec un beau proto gamer. Mais il y a des trucs qui râpent un petit peu, des choses qui... ça mérite d'être lissé. Dans un jeu gamer,
on peut patcher avec une règle élégante. Genre, ça marche pas bien, mais regarde, si on met ça, oh là là, c'est beau et les joueurs vont aimer, etc. Dans un jeu enfant, on n'a pas le droit à ça. Il faut qu'on soit capable d'expliquer une règle en 3 minutes, 4 minutes, et que ce soit pertinent. Donc, Pas de quand un truc... flafla, rien, là. Non. Pas de Et patch c'est... là, qui traîne, faut que ça soit clean. Là. Faut que ce soit clean. Faut que l'enfant, il absorbe ça en 5 minutes et qu'il se l'approprie et qu'il soit prêt à jouer. D'où une règle que maintenant, je vais essayer d'appliquer à tous Même les jeux pour que je les développe. jeux. Oui. La règle, c'est on ne patche pas une règle, on la change. Ah oui. C'est-à-dire que dans un jeu enfant, on va pas rajouter une ligne de plus pour essayer d'arranger un truc qui marcherait un peu moins bien. Non, on change la ligne. Et c'est con à dire, mais c'est vraiment une bonne discipline. Elle est exigeante. Elle fait que, par exemple, des jeux où je pensais, oh, un jeu enfant, ça se règle. Oh, dans 2 mois, on est prêt à faire les illustrations, machin. Nos 2 jeux ont pris 8 mois de développement. Ouais, ok. Voilà. Mais- Pour en arriver à quelque chose qui paraît simple et pur, mais c'est ça. C'est la difficulté Ben, c'est du que simple et c'est pur. simple et pur, mais pour arriver à ça, ça demande du raffinement, puis de l'épuration, puis des petits changements qui vont faire Tout à que... fait. tout C'est ce d'ailleurs qui est une bien. règle qu'on a appliquée au jeu Tiki que vous avez vu. Le jeu Tiki, on l'a travaillé dans cette logique-là, en disant on vire tout ce qui ne sert à rien, on ne garde que le corps. Et si le cœur marche pas, c'est que le jeu marche pas. Bien vu, ben, je pense que c'est une belle approche d'épuration, puis ça fit dans toute ta personnalité d'éditeur aussi, tu sais, qui est dans le minimaliste, la simplicité, l'élégance de la chose. Fait qu'à- J'aimerais, je ne suis pas toujours réussi, mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend pour essayer d'arriver à cette. Ben, c'est la réputation qu'on te donne ici, là. C'est gentil. Donc on va y aller tout de suite avec le premier jeu. On va les faire dans l'ordre qu'on les a joués. Le premier jeu, ça s'appelle Surprise. Surprise, ouais. Euh, surprise. la boîte, elle arrive et c'est vraiment un paquet cadeau. Hein. Donc ça a l'air d'un cadeau. T'as presque le ruban dessus qui est là. Donc David, peut-être juste nous introduire là, une petite introduction sur Surprise. Alors, Surprise, c'est un jeu que j'ai découvert à Essen dernier. Ok. Donc, quand on vous dit que c'est récent, c'est récent. Mais que voilà, depuis on a cessé de bosser dessus. C'est un jeu de Frédéric Moyersin. Frédéric Moyersin, c'est l'auteur de Saboteur. Et il est arrivé ça fait partie de ces auteurs qui ont une pleine hotte de prototypes. Ah Donc, ouais, il y en a des sacs remplis. voilà, j'ai regardé et il y en a un qui m'a accroché. Il m'a accroché, je savais qu'il n'était pas ce qu'il devait être, mais il y avait un concept fort dedans qui était un geste que je trouvais très enfantin et très fun. On l'a tous fait. C'est le geste quand un enfant, il tend ses 2 mains, il y a un bonbon dans l'un ou dans l'autre, et puis choisit la bonne main. Tout le monde connaît ce geste-là. Et là, ce jeu avait ça. L'idée, c'était de lui donner la bonne forme. Et en fait, on en a fait donc un jeu qui exploite un système de tuiles qu'on retourne et qu'on va cacher sous des paquets cadeaux. Il y en a un qui est moche et il y en a un qui est beau. Et l'idée, c'est que les enfants, au fur et à mesure, vont essayer de savoir un peu les uns les autres en prenant des tuiles de jouets, en les mettant comme ils veulent sous les paquets pendant que l'autre joueur ne regarde pas. Et l'autre joueur va se retourner, il va se dire « Ok, il y a un joli paquet, mais est-ce qu'il a mis les choses sous le joli paquet? Il y a un paquet qui est tout vilain, mais est-ce qu'il va mettre les choses sous le tout vilain ?» L'autre joueur soulève un des paquets. Si ce qu'il y a dessous c'est pour lui et ce qu'il y a sous le paquet qui n'a pas été choisi, C'est pour le joueur qui a mis là-dedans. La mécanique est simple. Désormais, on arrive à quelque chose. Ça tient en 3 lignes. Les enfants sont dedans en 1 minute. Et l'idée, c'est on leur apprend la notion, et ça c'est vrai qu'on doit avouer qu'on s'est fait un petit peu peur là-dessus, de majorité de couleurs. Ouais, non, c'est ça. Et de bluff. Hein, Et on en parlait de des bluff. jeux mécaniques qu'on retrouve pas particulièrement dans les Non. jeux pour enfants. Il faut savoir qu'on s'était dit, est-ce que vraiment des enfants sont capables de ça? Mais j'ai l'avantage, c'est énorme pour moi, bosser avec Antoine fait que j'ai aussi accès maintenant à des ludothèques grâce à lui et à des garderies. Ouais, Et ce donc qui tu fait peux que vraiment essayer les nos jeux ont été passés au feu et on a vu que le jeu, les enfants se l'appropriaient. Et c'était très drôle de voir les enfants qui au départ, pendant le premier tour de jeu, ils mettent les jouets
sous le paquet qui est le plus moche en se disant il est moche, il va pas le prendre. Et l'autre, il se soulève. Et puis là, du coup, ils apprennent, ok, le double bluff. Et surtout, comme tout le monde voit, à part la personne qui doit choisir sous quel paquet ça se trouve, comme tout le monde voit, les autres enfants disent non, prends trop ça, prends pas ça, prends pas ça. Et c'est très amusant. Et de voir aussi leur gestion de risque, ce que j'aurais jamais cru. C'est-à-dire que au bout de 2 tours de table, pas plus, ils commencent à se dire ok, mais si je mets un jouet sous chaque paquet, du coup je suis sûr d'en avoir un. Oui, bien pensé. Voilà, et donc de voir que les enfants de 4 ans, parce que la règle tient en 3 lignes, s'approprient ça, on savait qu'on avait, après de nombreuses versions, on avait touché au but. Et le jeu fonctionne, vous l'avez testé, et en plus, je crois que c'est un jeu où les adultes s'ennuient pas quand ils y jouent. Voilà. Ouais, c'est très le fun, en effet, mais vraiment, c'est un beau risque là, de tenter la majorité, le bluff. Le bluff est assez simple que tu l'apprends en jouant, on dirait, tu sais. J'imagine que tu vas pas le dire que c'est un jeu de bluff. Non. En gros, mais on va comme le sentir et un peu l'apprendre durant la partie. Est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu mets tous tes jouets sous un même paquet, mais s'il est choisi, tu perds tout? Est-ce que tu partages le risque? Et comme tu veux avoir plutôt d'une même couleur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important que toi dans les jouets? Est-ce que c'est le jouet vert ou est-ce que c'est le jouet bleu? Comment tu les mets? Bref, tout ça qui pour nous sont évidentes parce qu'on est des joueurs, et ben on a essayé de trouver la forme minimaliste, la plus minimaliste possible, pour que des petits de 4 à 5 ans, c'est pas vieux 4 à 5 ans, Non, c'est vraiment ça, des petits culs. C'est très jeune. Et ils se l'approprient. Et ça, c'est cool, c'est c'était cool à voir. C'est vraiment le fun, on s'est fait vraiment un peu briser par Simon, là. Ah oui. Il lisait en nous, là. Ah là, c'était affreux. Surtout toi. Je pense que t'as pas réussi un coup face à Simon. Pas un. J'ai eu un point. T'as eu un T'as point. eu un point, sauf que je l'avais dit avant. Est-ce que ça l'augmente quand même? J'ai dit t'en as mis en dessous de chaque, j'ai pris. Il n'y a pas de point pour ça dans le jeu. Il n'y a pas de point pour ça, mais moi je vous garantis, ok, quand ce jeu-là va sortir 2019, invitez-moi chez vous, je vais jouer avec vos enfants, je vais les éclater. Je vais éclater vos enfants à surprise, je vous le dis. Je suis un futur champion du monde. Mais un truc qui est intéressant dans ce que t'as dit, c'est que t'avais un point. Et en fait, l'idée c'était d'éviter la notion de point. Et en fait, on l'a trouvé avec un système de puzzle où en fait chaque pièce qu'on gagne se clip à la précédente et donc fait que les enfants ne vont pas comparer, ils n'ont pas besoin de compter, ils ont juste besoin de comparer la ligne la plus grande. Et donc, même pour des enfants, ils n'ont pas besoin de compter, ils voient juste sur table celui qui en a le plus. C'est vraiment intéressant. C'est rare que je joue à des jeux pour enfants, mais comme j'ai apprécié l'expérience, puis je me dis, à la limite, un peu sous le soir, c'est le genre de jeu que tu peux devenir vraiment mind game, là, puis commencer à jouer avec le monde, t'es comme non, moi je sais que je peux te lire, puis là, c'est comme... Fait que, il y a l'idée. Mais ça c'est la version After Dark. On l'a pas fait pour toi. Oh, shit! Ok, mais le prochain jeu, je sais qu'il a été fait pour moi. Donc c'est La soupe à la grenouille. à la grenouille, exactement. Alors David, tu veux peut-être nous introduire un peu ça, la soupe à la grenouille? Alors, ça, c'est un jeu de Jean-Philippe Sahu qui est arrivé avec un principe de jeu. Pareil, il y a eu beaucoup de développement, mais ça a été un... je pense que le nom Jean-Philippe Sahu, on va l'entendre. Ce gars-là, il est à surveiller. Il pense à côté de complètement en dehors de la boîte. Il a des trucs, il a l'idée du matériel, et nous ça nous touche avec Tiki Edition, on adore l'idée quand le matériel est là, déjà nous ça nous tease un peu. Et donc c'est un jeu coopératif de saut de grenouille. Vous savez ces grenouilles en plastique qu'on appuie et qui sautent. Il fallait les faire sauter dans une chaudière quand on était jeune. C'est ça. Et sauf qu'on est parti de ce matériel, donc les grenouilles sauteuses, pour faire un jeu d'adresse qui s'adresse à 5 ans et plus. C'est-à-dire que 5 ans, on sait que ça fonctionne. Pareil, grâce à Antoine, il a été testé au feu avec des petits. Il a aussi été testé dans des sections petits dans les festivals de jeux. Ouais. Ça roule. Mais vous y avez joué. On sent bien que c'est un 5 ans et plus, et que je pense que dans les familles ça va bien le faire. L'idée est toute simple.
On a plein d'éléments sur la table qui sont debout comme des grandes figurines qui représentent les objets de la sorcière. Et la sorcière qui veut nous faire passer à la casserole, donc on est les derniers ingrédients, on veut pas la laisser faire. Mais elle est maline, elle s'est protégée derrière un cercle magique. Et sur le cercle, en fait la sorcière c'est comme un compteur qui indique dans quel ordre on doit faire tomber les objets sur la table. Faudrait imaginer un Angry Bird avec des grenouilles. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a quand même quelque chose il y a un comme côté ça. d'Angry Bird. Et donc le principe est très simple. On a un timing, c'est-à-dire qu'on a un nombre de tours de table maximum, au-delà de quoi elle nous fait passer à la casserole. Et en cours de route, on va essayer de lui faire sauter ces cercles magiques pour pouvoir la faire tomber. Mais pour ça, va falloir faire tomber les objets qui sont... C'est des grands objets, ils font 15 cm. Hein. Ils sont tous sur la table. Et par exemple, si la sorcière pointe le grimoire magique, et ben quand c'est mon tour, j'ai 3 sauts, je vais essayer de faire tomber le grimoire magique. Le grimoire magique tombe, la sorcière tourne et indique le balai. Oh là là, le balai il est loin, je vais peut-être essayer un tir en cloche, un tir tendu pour essayer de faire tomber le balai plus loin. J'ai 3 sauts, quand j'ai passé, c'est à toi, tu as 3 sauts et tous ensemble, on essaye de démonter la protection de la sorcière pour la faire tomber avant le fatidique dernier ingrédient qui rentre dans le jeu. Les grenouilles. Nous-mêmes. C'est ça, exactement. Donc, un jeu coop de dextérité. Mais avec des grenouilles sauteuses. Avec des grenouilles Et des gros éléments partout sur la table à faire tomber. C'est... Bah, je crois que c'est très fun. En tout cas, nous, on a vraiment... Ben, on a eu beaucoup de plaisir, en effet. On n'arrêtait pas de penser à Dungeon Fighter, en fait, quand on jouait. Ouais. On avait cet élément là, de dextérité, de fun, donc dextérité et coop, dans un jeu plutôt familial enfant, mais tu sais, moi, j'y rejouerais n'importe quand, là, ça marche tellement bien, puis tellement efficace comme jeu. Ah, puis encore là, je voyais un peu une récurrence dans aller toucher des mécaniques qui sont peut-être pas nécessairement utilisées souvent pour les jeux. Ben, la dextérité, oui, mais le coop, je sais pas à quel point les jeux pour enfants sont... Il y en a beaucoup qui sont coop, là. Il y en a pas assez. Okay. Il y en a pas assez. Il faut savoir qu'au départ, la soupe à la grenouille n'était pas un coop. Okay, et on parle des développements et des choses. Et il y avait des choses qui allaient pas. En fait, on avait une multiplication, on avait des compteurs grenouilles qui allaient gagner, etc. Et là, à un moment, il y a Antoine qui me regarde et qui dit mais si on partait en coop. Et cette simple phrase a débloqué l'intégralité du truc. On s'est dit ok. Et avec ça, le matériel s'est simplifié, la lecture du jeu s'est simplifiée, vous avez vu les règles, vous avez vu le setup du jeu, ça prend 5 minutes, on pose la sorcière, ça prend moins d'une minute, il dit 5 minutes, ça prend moins d'une minute. Et donc, ok, on avait gagné avec ça. Alors après, bon, allez, je vais lâcher l'affaire parce que vous le savez, on est un peu foufou à Tiki, vous savez qu'on aime bien ce genre de truc. On tente un truc de malade, je pense, c'est un risque, mais on n'en a rien à foutre. C'est l'idée de l'extension pour un jeu 5 ans. En fait, il faut savoir que le jeu arrive directement avec 2 extensions qui seront des familiers, les familiers de la sorcière, qui vont faire que le jeu de base, qui a un vrai 5 ans, qui marche, qui roule, et ben les enfants façon Pokémon pourront s'acheter à un prix très modique parce que l'extension sera surtout là. Nous on se fait plaisir avec ça. Je veux dire, elle sera pas très chère. Hein, c'est un petit truc. Mais par contre, ça va amener des nouvelles figurines, des nouveaux familiers qui vont changer un peu la nature du jeu, l'amenant de 5 ans à 8 ans. Et si vous avez envie de jouer avec ça, vous pourrez jouer j'ai envie de jouer avec la chauve-souris. Ou alors, j'ai envie de jouer avec les crapauds. Et chaque extension, c'est un nouveau monstre qui protège la sorcière avec des nouveaux trucs qui arrivent sur la table si on joue avec ça. Très cool, ben, comme tu dis, ça sent quand même un certain risque, mais au final, c'est pas énormément non plus un si gros risque au niveau du développement que vous mettez là-dedans. Non, parce qu'on a vraiment du fun. Et en fait, l'idée est toute bête. C'est que c'est un jeu 5 ans. On s'amuse, on s'est vraiment amusé avec, on l'a développé sauvage celui-ci pour le simplifier, le rendre pur, mais on s'est dit mais bordel, on veut aussi un jeu pour nous. Ouais, et en fait c'est juste ça, les extensions c'était de se dire ok, là voilà, on est sur le truc où les grands ils veulent jouer avec ça, parce que là
ça va devenir chaud. Vas-y pour faire ton saut en tir tendu. En fait, ça va amener des contraintes et une autre forme de vie sur le plateau. Bien entendu, le jeu 5 ans est solide, il marche en tant que tel. Le reste, c'est pour faire plaisir aux un peu plus grands et à nous et à l'éditeur parce qu'on en a envie. Ben en fait, moi j'allais dire justement, je pense qu'il y a une chose là-dedans qui me déçoit un peu, mais qui me laisse sur ma faim. Parce que nous, on a joué sur la version prototype, donc toutes les illustrations, ça c'est pas encore les illustrations officielles. Mais vous avez vu? On a vu les illustrations officielles, c'est magnifique. En fait, c'est quoi le nom de Camille Chaussy, Ouais, c'est une grande illustratrice. Ouais, ça paraît, on a vu les croquis, tout ça, c'est absolument beau. Mais dans la version prototype, la sorcière, c'est une chaudasse. J'avais de la misère à jouer au jeu. Je faisais que la regarder. Juste la déshabiller. Non, mais là, il me disait, OK, on va on enlever les cercles de protection autour d'elle. Je me dis, OK, à chaque fois qu'on enlève, t'enlèves un morceau de ses vêtements. Puis là, ça, c'est la version pour adultes, pour se faire plaisir. On va faire la soupe à la chaudasse, peut-être la version 18 ans plus. Elle arrivera. Si le jeu est un succès, on essaye de le sortir. Une mini-expansion, là, juste quelque chose. OK, là, on est... Mention spéciale Simon. Fait que magnifique, donc ouais, extrêmement, là, des belles courbes, tout ça, et en tout cas, faut pas trop dépasser les limites, c'est quand même un jeu pour enfants, mais... Je vous assure, là, n'écoutez pas, les illustrations qui s'en viennent sont vraiment des belles illustrations pour enfants. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est toi qui as un mauvais esprit, parce que ce proto où tout est plutôt tout mignon, même la sorcière, les enfants adoraient jouer avec ça, et ils ont Je pas ton comprends que mauvais... les enfants y adoraient, t'as vu la sorcière? T'as un mauvais esprit, t'as un mauvais esprit. Donc, ben ça, c'est les deux nouveaux jeux de T-Kids. Donc, c'est des jeux pour enfants, mais comme on en a parlé là, qui sont autant attrayants dans le type jeu de party, dans le fond, pour les gens un peu plus vieux, les adultes, les familles. Je pense que ça a un très beau potentiel. On a essayé de faire des vrais jeux familiaux. Ben, j'ai bien hâte de voir là, justement comment ça va être sur le marché. On te souhaite bonne chance avec cette nouvelle gamme de jeux que vous lancez. Mais de ce que je comprends, vous avez tous les outils pour vous assurer que les jeux fonctionnent auprès des enfants. Non, ça c'est réglé. Ce qui est le plus important. Ça c'est réglé. Pour info, Antoine, qui bosse sur la section T-Kids, c'est un éducateur spécialisé. Donc l'enfance, il connaît et il a fait son mémoire sur la relation entre le jeu de société et l'enfant. Autant dire que la bonne expertise, la bonne expertise. Magnifique. Ben, en tout cas, longue vie à T-Kids et félicitations parce que c'est deux magnifiques jeux. On arrive maintenant le jeu Tiki Édition, donc la gamme standard de Tiki, qui je vais laisser David le présenter. Alors, donc ça s'appelle El Maestro. El Maestro de Valérie Fourcade et de Jean-Philippe Mars. Valérie Fourcade est un auteur qui est aussi connu au Québec, par exemple un des éditeurs que j'aime beaucoup au Québec, qui est donc Mounir MJ Games, a déjà fait des jeux avec Valérie, avec Jean-Philippe. Sont des gens qui sont... Il y a des belles rencontres dans le monde du jeu et là cette année j'en ai vraiment eu des belles avec les auteurs. C'est des gens qui sont adorables et qui... comment dirais-je? Ils sont humbles. Et pourtant ils t'amènent un jeu en te disant tiens voilà, et là tu vois le jeu et tu te dis, il faut savoir qu'El Maestro c'est le premier jeu que je signe en une journée. Ah ouais, une journée. Tu l'as vu? Je l'ai vu à je l'ai vu l'après-midi. J'ai essayé de rester stoïque par rapport au jeu. On va vous rappeler. C'est pas mal. Vous savez, tous ces trucs, on est con en fait, parce qu'on s'entend que voilà, le jeu est bon, mais tu sais, tu essayes de garder une distance. Et puis là, j'appelle mes collègues et je leur dis voilà, j'ai vu ça, je leur décris le truc. Et la vie était, on les rappelle tout de suite. Et donc, ça s'est fait le soir même, parce que ce jeu... J'aime les jeux qui ont une évidence.
Et en fait, vous l'avez joué, El Maestro, et il a une évidence. T'avais pas expliqué le jeu, on le comprenait déjà. Là. Exactement. Le principe d'El Maestro, ça va être un jeu de dessin et de communication où ça peut se jouer jusqu'à 8 joueurs, mais même bien plus si on a envie. Ouais, mais tu nous disais, vous avez fait des parties à 20 joueurs, j'imagine facilement. Face à une salle, ça il n'y a pourrait pas de jouer problème à avec illimité de joueurs. Ouais. C'est un jeu, on va dire, de dessin et de communication, mais avec un principe d'une pureté sans nom qui est, appelons ça du R-dessin. L'idée, c'est qu'on va faire un tour de table. Quand c'est ton tour, Simon, tu te retrouves maestro. Oh, c'est moi le maestro. Tu as un pupitre devant toi avec une carte que personne d'autre ne voit, avec deux choses dessinées dessus, mais composées de formes simples. Les dessins sont simples. Hein, les dessins sont composés de formes simples, avec des petites règles dessus, mais toutes simples. On y viendra. Et en fait, nous, on a tous un petit paravent avec une petite fiche, et tu vas essayer de nous transmettre le dessin en R-dessin, en dessinant les formes les unes après les autres et avec un petit code tout simple, comme par exemple, si avec ton doigt, tu dessines dans l'air un carré, bah ça veut dire que nous on essaye de dessiner un carré. Si tu fais le geste qui indique que la prochaine forme va se coller au-dessus du carré et que tu dessines un triangle avec ton doigt, nous on commence à comprendre qu'on met un triangle au-dessus du carré. Ça commence à ressembler à une maison. Exactement. Et donc tu commences à faire des dessins dans l'air avec des codes aussi simples que coller à droite, coller à gauche, dessus, dessous, à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc tu essayes d'organiser tes formes. Sauf que le jeu a un petit côté vicieux, c'est qu'il te donne au départ 2 formes qu'il faut que tu fasses en premier. Et ces 2 formes sont souvent à l'opposé sur la carte. Et donc tu as déjà 2 trucs, genre un rond à gauche et un rectangle à droite. Et à partir de là, raccroche-toi aux branches pour essayer de nous transmettre le reste. Et nous, on essaye de dessiner ce que tu fais. Quand tu as fini, on va noter 2 mots, c'est-à-dire qu'on voit l'horreur qu'on vient de dessiner. On est tous morts de rire autour de la table. Toi aussi, habituellement, le maestro s'amuse autant. C'est pas un truc où le maestro s'ennuie, hein. Non, le maestro C'est s'amuse. très difficile, là, d'ailleurs, là. Il faut de l'expérience. Là. Ouais, puis c'est le fun avec le maestro. C'est pas comme un jeu où tu sens que ça pourrait être fait par un robot. Tu sais, non, il y a quelque chose dedans. Puis Il y a une beaucoup stratégie, d'humains. puis, Il y a beaucoup d'humains. Un jeu de communication, je pense que c'est le bon Complètement. terme. Hein. Il y a beaucoup de communication. Et donc, une fois que les dessins sont faits, enfin les dessins, on va mettre beaucoup de guillemets parce qu'on a fait ce qu'on a pu au milieu de tout ça, et ben on va noter 2 mots qui nous paraissent être raccord avec les 2 mots, les 2 objets qui sont trouvés. Qui ont été dessinés. Une Voilà. montgolfière, une maison. Et les mouton. points, c'est d'une simplicité sans nom. Tu nous montres le dessin, enfin, que tu essaies de nous faire dessiner. Tu vas regarder tous les dessins horribles qu'on a fait ou parfois moins horribles. Tu vas décider, tu vas donner 2 points au dessin qui se rapproche le plus de l'original. Et nous, chacun de nos mots vaut 1 point, soit si tu le valides, genre par exemple il y avait une abeille, j'ai marqué guêpe, c'est ok, tu donnes 1 point, ou alors parce que quelqu'un d'autre a mis le même mot que moi. Genre Ça, c'est intéressant comme règle. Hein. C'est comme une petite... Même si le mot est pas bon, si plusieurs personnes ont écrit le même mot, c'est bon. ça, c'est bon. Ouais, j'ai Ouais, trouvé que c'est ça. c'est une belle twist sur ce genre de jeu-là. Puis c'est comme juste une petite surprise à la fin. T'es comme, ben on a mis le même Par mot. exemple, mais- à un moment, on avait dessiné, il y avait un dragon à dessiner, et 2 personnes ont mis robot. Ah. Eh ben oui, C'est parce bon, qu'effectivement, ça crée des moments, ça crée là, des ça, moments. là. Oui, vu ce que tu as dessiné, c'est vraisemblablement un robot, c'est légal ce que tu as mis, mais c'est pas du tout ce que j'ai essayé de te faire dessiner. Et donc c'est au final plus un jeu de communication, et cette notion de R-dessin est quelque chose, quand je vous parlais d'évidence dans un jeu, quand il me l'a présenté, j'y croyais pas, Valérie. Valérie Fourcade m'a dit, ok, on fait un test, parce que je pensais que dessiner des formes dans l'air, on allait dessiner, ça allait être super simple. Toi, tu quoi. pensais que ça allait être trop facile. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de jeu, Ok. en fait. Sauf que on jouait, et pour des raisons mystiques, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'information qui se crée, il y a du rire qui se crée autour de la table, le maestro qui d'un coup est perdu dans ce qu'il est en train de faire, les autres qui regardent et qui sont en train de dessiner une sorte de mutant alors que c'est un lapin, et voilà, et donc c'est juste très C'est un drôle. jeu qui m'a fait beaucoup penser à Inde. Je pense que c'est le nouveau Inde. Je pense qu'il va y avoir un buzz là, qui va se créer à ce niveau-là. Mais t'as l'air fan des jeux de communication dysfonctionnels. Parce que c'est un peu ça, Inde, et c'est un peu ça. Bon, contrairement à Inde, ben, dans celui-là, t'essaies vraiment de faire deviner les mots, sauf que t'es très limité. Donc c'est un peu dysfonctionnel comme Inde le fait, mais
très différent en épiquette du dessin en plus. Donc c'est super bon. Moi j'ai très hâte de l'essayer, de l'amener à Noël. Là. Je sais qu'il sera pas sorti pour le prochain Noël, mais Merci. mais si on peut avoir une petite copie, le proto, là, C'est sûr. On va des tests supplémentaires pour toi, là, gratuitement. Là. On va le faire rouler pendant le temps des fêtes. Ça marche. Vous aurez le proto final, je vous en enverrai. Ah, ça c'est la belle vie. Quand tu commences à avoir des review copies, là. C'est le succès. Vous êtes le prochain Dice Tower. Nice! Mais moi j'ai capoté sur ce jeu-là. En fait. Ouais, J'ai c'est capoté vraiment sur ce jeu-là. Puis c'est presque triste parce que un des derniers épisodes qu'on a fait, c'était les meilleurs jeux de crayon. Et je suis convaincu qu'il aurait été dans mon top 5, ce jeu-là. J'ai joué une fois, C'est on a très joué gentil. à 3, on a joué une ronde, on a vraiment effleuré le jeu. Mais j'ai On peut sentir là, le vraiment potentiel. capoté. Puis peut-être que là, je parle un peu à travers mon chapeau, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce jeu-là, ça peut faire un gros buzz. Là, ça peut vraiment aller chercher un public, ça a une niche pour ça. C'est un jeu de party, quand même intelligent, mais vraiment loufoque. Il y a vraiment quelque chose là. En plus, on a eu la chance de voir comme quand même un art, les illustrations assez finales. Pour les illustrations, Pour la pochette. Pour l'illustration, c'est Stéphane Escapa qui est dessus. Alors Stéphane Escapa est bien connu du monde du jeu. C'est par exemple celui qui a fait le jeu. Ah zut, j'ai mangé Dr Panic avec les éprouvettes avec des billes à l'intérieur. Potion explosion. Voilà, Potion Explosion. Il a aussi travaillé beaucoup pour Cocktail Game. Et là, on a décidé d'aborder, c'est marrant, les rencontres. Stéphane, on sait qu'on veut bosser avec lui sur ce jeu parce que son style, on l'aime. On lui dit, ok, lâche-toi. C'est-à-dire, tu ne vas pas nous faire la énième... la nouvelle couverture super explicative avec ce truc très parté. Et en fait, il nous a fait un full art. C'est-à-dire, vous avez vu la couverture, on sait aussi que... Mais la boîte, je crois que la boîte est vraiment belle. Et on tente le jeu de party full art en disant, ben écoutez... Non mais tu sens que c'est artistique, c'est créatif, c'est comme la couverture est magnifique. Je me dis, elle va ressortir dans une bibliothèque ou dans un magasin, mettons, quand tu vas le comparer. Puis on n'a pas parlé pour les autres jeux, je sais pas à quel point c'est secret, mais t'as vraiment une fascination pour les boîtes et l'emballage, le packaging. Et là, avec ces jeux-là, on dirait que ça vient encore. Tu sais, était une innovation vraiment intéressante. Et là, tu arrives La avec conception de boîte, des boîtes que, quand tu les mets dans une boutique, une à côté de l'autre, vont faire une espèce de panorama. Donc là, ça crée vraiment quelque chose. Et encore une fois, surprise, qui est le petit jeu, la boîte cadeau. Super bien intégré. Je dis pas tous les secrets maintenant. Là. Je veux pas que les gens viennent voler toutes ces idées merveilleuses en même temps. On sera plus rapide qu'eux. Exact. Mais c'est toujours impressionnant de voir comment tu vas raffiner le packaging et à quel point c'est quelque chose que on se dit une boîte de jeu, c'est une boîte de jeu, mais dans ton regard à toi, on dirait que c'est pas ça, puis c'est vraiment intéressant. Là. On a déjà bossé ensemble, je sais, je vais pas faire de rappel au dernier podcast, mais j'adore la matière. Ouais. Quand je joue, moi quand j'étais petit, ce qui me faisait triper, c'était des jeux comme par exemple, vous savez ce jeu de la montagne avec une boule qui tombe, c'était Un ball à laine. voilà. Wow, il va être édité bientôt. Ouais, enfin tout ce genre de jeu-là. Jeu de matériel. Voilà, le matériel. Je me rappelle d'un jeu. Oh, excusez-moi, je digresse. Mais non, on y va. Il y avait un jeu qui me tuait petit. J'ai été fasciné par ce jeu et je sais pas ce que c'est. Donc si un auditeur sait ce qu'est ce jeu, je serais ravi de retrouver. Il y avait une boîte avec un hélicoptère qui était tenu par une espèce de petit truc en métal. Donc il y avait l'hélicoptère comme une espèce, vous voyez, une sorte de looping Louis, mais sur une tige très simple. Et en fait, c'était une sorte de jeu de plateau dans mes souvenirs d'enfant. Et il y avait un moteur qui faisait tourner cet hélicoptère. Qui tombait. Et il tombait. Oui. Exactement. Ça me Ça disait rien. t'a- mais ça ça t'a- va. quoi. Oui, Et je ça sais. me rendait fou en fait. Et Oui, puis de temps en temps, ton petit bonhomme montait sur une pyramide. Oui. Fait que là, c'est à savoir si l'avion ou l'hélicoptère allait tomber puis descendre ton bonhomme ou allait juste passer par-dessus. c'est ça. Mais aucune idée de quoi ce jeu-là, mais j'ai Tu l'as joué aussi. Ah, oui, Et absolument. donc, en fait, pour moi, le jeu est. Je joue à des gros jeux, mais le jeu c'est ludique. Je veux dire, j'aime quand je vois un matériel ou quelque chose qui réveille un esprit d'enfant. Enfin, vraiment, c'est ça Le qui me côté fait triper. jouet, puis Oui,
presque, j'ai pas de honte à dire ça. J'ai un côté, par exemple, il y avait un jeu qui m'avait fait triper. Vous vous rappelez d'Opération Trésor il y a quelques années? Cette boîte, je crois que c'était Hasbro ou Ravensburger, la boîte de jeu. Elle faisait 90 cm et à l'intérieur il y avait 2 énormes bateaux en plastique où on se tirait les uns sur les autres et ça faisait tomber des trucs. Mais il y avait une vraie règle de jeu. Il y avait une règle. Siège, moi j'avais un jeu comme ça, Siège, exactement. Et donc voilà, en fait, j'aime la stratégie, donc j'essaye de l'amener, mais quand le matériel est là pour soutenir, amener ce petit truc, là vraiment, si vous avez ça en tant qu'auteur, sachez que si le matériel est faisable et soutient une vraie stratégie de jeu, c'est quelque chose que nous on aime. Ouais, ben, en fait, tu parles de ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé dans le podcast en général, la création de jeux. Mais il y a un livre qui me fascine, c'est A Book of Lens. Donc c'est un livre sur le design de jeu. Et l'élément central de ce livre-là, ça revient au fait qu'un jeu va avoir trois éléments, donc les mécaniques, la thématique et le matériel. Tout ça pour en créer l'expérience. Donc le matériel est souvent l'enfant pauvre du jeu de société, alors que ce n'est que matériel. Et quand je regarde qu'est-ce que tu fais avec les boîtes, puis comment tu utilises le carton, tout ça, je me dis, il y a vraiment encore de la place à l'innovation. C'est trop con parce que effectivement, il y a une sorte de mur qui s'est créé quand on regarde, alors que le matériel est un élément de vente. Je m'explique. Regardez les jeux qui font des gros cartons actuellement. Prenons l'extrême. Je m'excuse, je digresse. Ah, y a pas de problème. On est là pour ça. Prenons l'extrême. Un truc comme Pie Face. Pie Face est à peine un jeu, mais il tient intégralement sur le matériel. Et les gens qui réussissent à trouver, et c'est des ventes que n'importe quel éditeur serait bien content d'avoir. Je signe tout de suite. Mais il manque un jeu derrière Pie Face. Alors qu'on voit maintenant qu'il y a des gens qui, par exemple, Plan B avec Azul, ont vraiment travaillé une beauté matérielle. Je pense à Santorini. Tout ça, il faut apporter ce petit attrait en plus. Et si le matériel, en plus d'être simplement beau, a un côté fun, par exemple, Bells, le jeu où on accroche avec un... Les gens se sont dit, ok, ça marche, le matériel, ça sonne, etc. Faut pas le faire sonner, ça a créé un jeu. Moi, je trouve que voilà, ça c'est quelque chose qui moi me touche bien plus. Alors j'en joue beaucoup, bien plus que des gros jeux de gestion où on va passer d'une carotte à du blé pour nourrir des cochons. Des petits bouts de carton. Puis, j'aime ça aussi, hein, ceci. Mais j'allais dire, toute cette discussion-là ne concerne pas les putains de figurines en plastique. Donc ça, c'est pas quelque chose que moi je juge intéressant. C'est quelque chose qui est facile, je trouve. C'est le choix facile d'aller créer tout son matériel avec des figurines en plastique. Bien entendu, ça peut être intéressant, mais moi, je juge qu'il y a beaucoup d'abus là-dedans, puis ça manque un peu de raffinement, de finesse, de réflexion sur le jeu. Et d'innovation aussi. Hein, d'innovation du matériel, c'est ce qu'on cherche aussi. Mais regarde, il y a de l'innovation, il y a eu Toulouse Wars, où les figurines sont plus grosses. Elles sont plus grosses. Elles sont plus grosses. Emmener les figurines, ils vont être taille humaine. Et là, ça va être intéressant. Mais d'ailleurs, je pensais peut-être pour le jeu La soupe à la grenouille, tu pourrais juste rajouter un petit relief sur la sorcière, là, juste pour sentir un peu ses formes. Il est terrible. Ok, alors... enchaîner, je pense. Il a vraiment trippé sur la sorcière. Un peu trop. J'en reviens pas encore. T'as-tu vérifié qu'elle est encore dedans? Parce que je pense que je l'ai volée tantôt. David, là tu restes avec nous bien entendu pour tout l'épisode, mais c'était vraiment cool de tester tes 3 protos. Merci beaucoup d'être venu nous voir avec ça aussi, qu'on ait la chance de l'essayer, puis qu'on puisse en parler ici avec toi. La meilleure des chances là-dessus, El Maestro, c'est quelque chose que vous devez surveiller début 2019. C'est clair qu'on va jouer, ça va être un jeu qui va jouer beaucoup. Bien hâte de voir où ça va aller, puis sans parler de toutes les extensions secrètes qui pourraient sortir éventuellement. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Zip! Alors c'est un épisode classique, donc Jimmy, oui, on avait oublié, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on est au pub et Jimmy est avec nous pour enregistrer live dans le pub, donc c'est plus compliqué.
Pour ceux qui ne savent pas, qui sont peut-être dans leur premier épisode, Jimmy, c'est notre directeur technique maintenant, qui est en train d'enregistrer pour nous, puis s'assurer que le son est bon. Donc si le son est pas très bon, vous saurez que vous pourrez blâmer Jimmy. Mais il nous fait signe. Pas, là, il est déjà pisse. Là. Ouais, il est déjà pas content. On a dit on fait ça au randole le vendredi soir. Il était comme tabarnak, les gars, c'est quoi votre problème? Puis là, il était pas content. Puis là, il nous dit là, accélérez, les gars, ça fait déjà comme 40 minutes, vous êtes là-dessus, vous avez même pas commencé à parler des jeux de questions. Mais bon, c'est pas grave, Jimmy, il est là pour être frustré. Mais avant tout, on va y aller avec un petit segment, les moments mobiles. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui, à Moment Mobile, on va parler de Nirvana. Nirvana, c'est quoi? C'est un jeu pour Android principalement. Très peu d'informations sur ce jeu-là, c'est dur à trouver. Sorti en 2017, c'est un jeu fait par Gold Dusk Game. C'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu mutant, okay? On va se le dire. C'est un jeu de mobile, mais en réalité, c'est un jeu de cartes dans lequel la seule chose qu'on va faire, c'est des choix. Comment ça marche, Nirvana? C'est qu'on va, dans le fond, c'est le jeu de la vie. On va essayer de passer au travers de la vie en faisant des choix. Donc, on a une espèce de deck de cartes sur notre téléphone et ça va nous dire, OK, vous arrivez face à telle situation, que faites-vous? Swipe à droite, swipe à gauche, c'est deux alternatives différentes au choix qu'on va faire avec le personnage et on va vivre nos vies comme ça. Le concept, c'est que ça commence que Dieu vient nous voir et nous dit, OK, toi, tu es une âme humaine, tu auras 750 ans pour atteindre le nirvana. Donc, tu vas vivre une multitude de vies et à la fin de 750 ans, je vais revenir évaluer la vie que tu auras jouée et on va essayer, dans le fond, j'espère pour toi que tu vas atteindre le nirvana. Jeu super intéressant et en même temps super gonzo parce qu'il y a plein d'espèces d'extensions, si on veut, qui sont, à un moment donné, parce que dans le fond, dans le jeu, tu vas jouer plusieurs vies, tu vas mourir, tu vas recommencer une autre vie, tu commences tout le temps enfant, des fois tu meurs jeune, des fois tu meurs vieux, ça dépend comment ça se passe. Mais tu peux devenir un assassin ninja, tu peux devenir un super-héros, tu peux naître avec des super-pouvoirs, tu peux communiquer avec les animaux, comme tu peux avoir une vie de bureau vraiment normale. Donc ça va vraiment dépendre d'une fois à l'autre comment est-ce que ta vie va se faire. Donc des fois ça va être très sérieux. Est-ce que tu aides ta grand-mère avec les commissions ou est-ce que tu utilises tes super-pouvoirs pour faire peur aux élèves à l'école? Donc tu sais, c'est vraiment très large. Et c'est un jeu assez rapide, je dirais. Jouer les 750 ans, dans le fond, chaque carte représente une année. Des fois, vous allez vivre des vies courtes. Moi, je vous dirais que le tiers de mes vies n'ont pas duré plus de 20 ans. Donc, je sais pas j'espère que c'est pas indicatif de ma personne, mais c'est quand même difficile parce que le concept du jeu, c'est que chaque choix, on a des espèces de statistiques, donc avec notre santé, notre bonheur, notre argent et tout ça. Et chaque choix qu'on va faire va influencer ces trackers-là. Et si un de ces trackers-là atteint le minimum ou le maximum, en fait, on meurt. Donc, c'est toujours en train d'essayer de balancer ta vie. Tu veux pas être trop heureux parce que tu meurs si t'es trop heureux. Tu veux pas être trop pauvre parce que tu meurs si t'es trop pauvre. Donc, il y a un côté karmique. Karmique, exactement. Donc, t'es toujours en train... Là, tu sais, t'as vécu ta jeunesse comme un enfant parfait. Mais là, tous tes miteux sont au sommet. Fait que là, il faut que tu commences à faire chier un peu le monde, puis à faire des décisions un peu égoïstes, ou à flamber ton argent. Fait que comme, il y a toujours le côté un peu de balancing. Puis des fois, t'es vraiment pris dans les... Parce que c'est très rapide. Hein? Tu reçois une carte, tu fais tes choix, ça dure à peu près 5 secondes par carte, même pas. Puis à un moment donné, t'es même plus en train de regarder tes statistiques, puis tu te rends compte que tu meurs parce que t'avais trop d'argent, mais tu t'en es même pas rendu compte. C'est pour ça que tu meurs en 20 ans. C'est parce que tu regardes pas tes stats. J'avoue qu'il n'était pas assez stratégique, peut-être. Et le jeu, c'est un jeu narratif, un jeu de choix. La beauté, en fait, de ce jeu-là, c'est que tu vas, en fonction des choix que tu vas faire, si on veut débloquer des quêtes. Et là, ces quêtes-là vont se faire sur plusieurs cartes. Et donc, tes choix doivent... Tu vas les apprendre un peu, ces quêtes-là. Puis la première fois que tu vas arriver un peu comme dans Tales of the Arabian Night. Donc, tu vas arriver dans telle caverne. Si tu fais tel choix, tu vas aller plus loin. Si tu fais tel choix, tu vas pas pouvoir continuer. Donc, tu veux comme retomber sur les mêmes quêtes pour les pousser le plus possible
emmener, tu rencontres un fantôme, tu vas essayer de le libérer, mais ça va te prendre peut-être 10 vies avant de le libérer, parce que des fois, ta vie, elle te permet pas de le faire, ou d'autres fois, tu n'as pas fait le bon choix. Donc, c'est vraiment intéressant. Point pour, bien entendu, c'est un très bon jeu. Jeu narratif vraiment unique, où on va juste faire des choix. Très peu de lecture, très peu de flafla. C'est vraiment juste des choix que tu vas faire, super rapide, super intuitif aussi. L'interface, c'est réellement juste je pousse à gauche, je pousse à droite. Donc ceux qui ont pas mal joué à Tinder, ça devrait être assez simple pour vous. Et en plus, c'est assez cool parce que c'est 750 ans, c'est 754. Je vous dirais, moi, je l'ai joué d'une shot. Là, je l'ai fait, ça m'a pris peut-être 2 heures. J'ai joué d'un coup. Là, j'ai recommencé d'autres parties après. Je continue dans le métro un peu plus tranquille, mais c'est pas très long. Là, donc, c'est quelque chose qui se prend assez léger, puis qui est le fun à explorer, plein de choses à découvrir qui sont assez secrètes. Malheureusement, bon, il y a peut-être quelques petits défauts dans le jeu, comme le fait que ça peut être un peu redondant, justement. Tu sais, les quêtes du début, tu les as tout le temps vues, les cartes quand t'es enfant, c'est tout le temps les mêmes, tu les connais. Oui, ils sont pas nécessairement là à chaque partie, mais il y en a peut-être une soixantaine, fait qu'à chaque 2 parties, 3 parties, c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Sinon, l'aspect de hasard est un peu grand aussi. T'sais, moi, j'aurais aimé ça être un super-héros à chaque partie, mais des fois, ça peut prendre 15 parties avant que tu sois que tu naisses avec des super-pouvoirs. Donc, tu sais, des fois, tu voudrais un peu, mais c'est du karma, donc t'as pas vraiment le choix de qu'est-ce qui se passe. Ça reste que c'est un jeu narratif unique, comme il y en a. On est loin des jeux text-based où il y a beaucoup de texte à lire et où c'est comme un peu plus lourd, là, c'est ultra léger, ultra intéressant. Ça s'appelle Nirvana, c'est gratuit. J'encourage tout le monde là, à aller se faire une petite partie parce que c'est très drôle puis quand même bien conçu, un bel exercice de design. Ouh là là, ben merci beaucoup Simon. Écoute, quand t'en parlais, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à un jeu que j'ai sur Steam, sur un ordinateur qui s'appelle Rain. Mais la grosse différence, c'est que t'es un roi, en fait. Tu vas vivre plusieurs vies de roi, pis t'essayes. Mais même principe, il y a des trackers, il y a des stats que tu dois garder le plus possible au centre. Donc, c'est le deuxième jeu, écoute, que tu me parles et que je télécharge immédiatement. Pendant que j'en parle, absolument. Donc, bon. c'est clair que je vais l'essayer. L'autre, c'était Cats, que je joue encore assez. Tu joues encore à Cats, ok, c'est bon. Donc, on va lui donner un petit essai. Ça va avoir, super bon, le concept, il est le fun, là, tu sais, soit gauche, soit gauche, soit simple, c'est super simple. Mais il y a quand même des belles options, puis comme jeu narratif, c'est assez intéressant. Là, ouais, puis c'est vraiment intuitif au niveau de l'interface. T'es pas obligé que ça soit compliqué, là, tu sais, c'est vraiment un projet, puis après tu peux le spinner à l'infini, parce que justement au début tu pouvais pas être un assassin ninja, tu pouvais pas être un super-héros, mais ils ont juste comme plugué ça dans leur arbre de possibilités. Fait que là ça te génère toujours plus de nouvelles quêtes et de nouvelles choses, donc vraiment, vraiment cool comme concept. Et après tu peux revoir toutes tes vies aussi. J'ai des gens qui sont morts à 5 ans, puis là c'est tout triste parce que c'est un petit bébé. Mais t'en as qui vivent vraiment longtemps, puis eux c'est cool parce que t'as joué 90 cartes avec le même personnage, puis t'es comme ah ouais là, ça c'était bon, c'était une bonne vie. Là, est-ce que tu peux passer plus que 100 cartes avec la même personne? À un certain point, c'est que le jeu il est fait de telle façon que plus ça avance, plus le choix que tu vas faire va influencer tes trackers. Grandement, ok. Grandement. Fait que t'es rendu vieux, ben là tu veux aller faire du sport, ben là ça va te coûter beaucoup de vie. Mais si tu restes chez toi, ça va te coûter beaucoup de morale. Donc là, tes choix sont de plus en... C'est un jeu qui va vraiment te coincer dans un coin, puis tu veux t'en sortir pour rester le plus longtemps possible actif. Parce que bien entendu, plus tu vas loin, ben plus tu as de chances de compléter toutes les quests, d'explorer le jeu à son plein potentiel. Là. Donc c'est ça, je pense qu'on est rendu maintenant. Jimmy nous fait signe que c'est le moment. Je vois David qui regarde pour Jimmy. Ouais, ça, il est derrière la vitre, là. Il est juste ici. Là, ouais, exactement. Donc ça, tu l'avais pas rencontré encore, mais c'est vraiment une bonne... c'est ça. Il est top, Jimmy, mais c'est un gars sérieux. Donc on va y aller. Jess, je pense que tu nous as préparé un mini historique rapide des jeux de questions, de quiz et tout ça. Oui, exactement. On va rentrer dans le cœur du sujet, donc les jeux de quiz de trivia. Plusieurs jeux assez marquants de jeux de trivia dans l'histoire. Faut dire que c'est une thématique, c'est un type de jeu qui a été très fort entre les années 60 et 90. Donc énormément de jeux qui sont sortis. Je vais parler surtout des principaux.
Donc les trois premiers que je vais vous parler, il y a une petite corrélation à faire entre les trois. Donc le premier c'est Jeopardy en 1964, l'autre c'est The Price is Right en 1973 et l'autre c'est Family Feud en 1977. La guerre des clans! La guerre des clans, exactement. Donc, Ça, c'est bon. Ben, les trois jeux que je viens de mentionner viennent de jeux télévisés réels. Donc, oui, les jeux de quiz ont un peu commencé, on dirait, à la télé et se sont propagés dans les jeux de société. On dirait qu'il y avait déjà ce penchant, cette nature à aller vers le jeu de société qu'on avait un jeu de quiz. Donc, c'est quand même des jeux qui ont assez influencé le type de jeu de quiz. Mais évidemment, par la suite, 1981, c'est le gros jeu, le Trivial Pursuit. Et pendant les 20 années qui ont suivi, ça a été toutes les éditions, les rééditions, les thèmes Encore de Trivial Pursuit qui sont sortis. J'aurais une donc... petite chose à dire sur Trivial Oh, Pursuit. oui, on sait que t'en as beaucoup à dire d'ailleurs, on va y revenir. Mais Trivial Pursuit 1981, gros buzz qui est encore un jeu édité évidemment. Mais en plus, c'est quand même une histoire, je sais que tu vas en reparler, mais c'est une histoire à succès, Trivial Pursuit. C'est comme des gens qui ont mis leur maison à l'hypothèque, et tout ça, puis ils croyaient alors on va y revenir. Ah ouais. Ensuite, des jeux peut-être un petit peu moins connus, mais un jeu comme Outburst en 1986 et Dr. Ra en 1988. Dr. Ra, c'est un jeu encore très connu par les amateurs de jeux de questions parce qu'il y a un jeu qui est quand même assez difficile, qui a un petit niveau de plus que normalement les Trivial Pursuit. Ensuite, on a des jeux comme Malarkey, qui est le fameux jeu du dictionnaire où on va te lire un mot qu'on ne connaît pas et on va te lire plusieurs définitions, une seule est bonne là-dedans. Donc il y a un petit aspect on sort un petit peu du classique, je te pose une question, tu réponds à la question, mais on reste dans le même concept. Ensuite, gros buzz là, qui a vraiment, en tout cas, beaucoup influencé au Québec, mais aussi dans le monde, c'est Cranium. C'est 1998. Et non, Cranium n'est pas un jeu québécois. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est un jeu québécois. Souvent, il a été sorti avec le logo du Québec, malheureusement. Ce n'est pas un jeu québécois. Mais 1998, quand même un jeu qui a grandement influencé les types de jeux de questions, mais avec d'autres choses, parce que Cranium amenait la suite pâte à modeler. Avec la pâte à modeler. Et voilà. C'était tellement bien la pâte à modeler. Elle séchait en 3 heures. Classique pâte à modeler. Ensuite, 2005, J'ai fait une roche. on a vu un jeu comme Win Wagers sortir qui a quand même un gros buzz aussi. Vraiment amène une dynamique vraiment différente. Je ne vais pas en parler trop jusqu'à maintenant. Mais, Spoiler! Et voilà. Sinon, Fauna en 2008, sorti par Friedman Freeze. Probablement son jeu le plus classique, le Il plus... est tellement beau. Il est tellement beau, mais tellement pas un Friedman Freeze, on dirait. Il est pas vert. Il est pas vert, c'est quoi cette Il chose? commence par F. Il commence par F. Au moins. En 2010, on a vu une genre de réédition, pas une réédition, mais c'est Pick and Choose ou Expressio en français qui reprend un petit peu le concept de Cranium, mais l'amène dans un jeu, moins un jeu de questions, plus un jeu de devinette avec une diversité Vous allez loin dans la notion de jeu trivia. oui, c'est à la limite, mais pour moi, Pick and Choose est un peu la suite à Cranium qui raffine un petit peu les mécaniques. Finalement, c'est sûr que le dernier jeu, je peux pas passer à côté, je vais en parler tout de suite un petit peu, c'est Timeline 2011, avec la thématique invention, a quand même un peu réinventé le style du jeu de questions, amène une dynamique vraiment différente et a vu par la suite énormément de thématiques différentes. L'invention, c'est probablement le plus connu, mais il est arrivé avec sport et loisirs, il est arrivé avec événements historiques, avec des timelines spécifiques à des pays comme La version Québec. le Québec comme les États-Unis, donc vraiment un grand classique à ce niveau-là, donc Timeline 2011. C'est le dernier de ma liste officielle là, dans les jeux assez marquants dans les jeux de trivia. Cool, ben merci pour ce petit survol historique. David, t'as amené un point intéressant. Peut-être qu'on peut juste prendre, tu sais, 2-3... Sur Trivial Pursuit, j'avais peut-être un... Non, mais Trivial Pursuit, on va garder ça pour le moment où ça va être le moment d'en parler. D'accord. Donc, Parce ça, que je trouve que là, t'es on allé va- un petit peu vite en la matière. Non, mais Et on surtout, sait- t'as fait une belle erreur. Oh! Shit! On en parle tantôt. en utilisant le mauvais nom, hein, on s'entend. En utilisant le mauvais nom, la mauvaise origine, en utilisant 2-3 choses où vous devriez être plus fiers de vous. Exactement.
Et moi, en tout cas, moi, je critique pas JF, mais vu qu'on a un invité animateur, il va se le permettre. Mais moi, j'allais raconter l'histoire, mais je vois que tu la connais peut-être un petit peu moi, mais t'as bien dit le bon terme, être plus fier de nos origines. Oui. Mais l'autre point que tu as apporté, que j'aimerais plus discuter maintenant, c'est la largesse des jeux de questions et de quiz. Ouais. C'est une catégorie qui va beaucoup se croiser avec les jeux de devinettes. D'essayer de faire deviner quelque chose à quelqu'un, parce que souvent ces jeux-là vont, pour moi, recouper la connaissance générale. Voilà. Et là, en fait, c'est là où, quand vous m'avez demandé de faire mon top 5, j'ai vraiment eu, je pense que n'importe qui s'intéresse aux jeux trivia, à la même problématique, où est-ce qu'on place le curseur? Ouais, puis on s'est questionné aussi sur ça. Là, moi, par exemple, j'estime que Time's Up, il y a des gens qui placent ça dans les jeux trivia, pour moi, non. Pour moi, en fait, mais après, c'est personnel. Hein. Mon point de vue, ce qui a essayé de faire c'est où tu as mis la ligne. Là où j'ai mis la ligne, c'est de se dire, ok, il y a un moment, ça nécessite une culture générale, une culture un peu scolaire. Allons jusqu'au terme, même si le terme n'est pas très... non, mais académique. Académique, voilà. Ça nécessite un peu de savoir académique. Tu peux pas le faire, entre guillemets, tu seras mauvais si tu as aucune culture générale. Ou aucune culture spécifique. Parce qu'il y a des jeux qui vont être très spécifiques, justement. Absolument. Alors, il faut savoir en plus que moi, c'est étonnant parce que vous connaissez mon passif. Je suis quelqu'un qui au départ aime pas ça parce que j'étais, comment dirais-je, parce qu'en fait, j'ai grandi avec le Trivial Pursuit et j'étais toujours le plus mauvais. Ça a passé. C'est dur d'être bon, ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment dur. Mais là, moi, c'est l'extrême. Ça, pour moi, ça indique. On peut mettre des nuances, mais qu'à un moment, il faut avoir un savoir. Et que si on retire cette notion-là, genre, je me suis dit Time's Up, oui, non, tabou, oui, non. Et en fait, ça a été non. Parce que quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui n'a aucune connaissance en sport, par exemple, est capable, probablement, aucune connaissance académique en sport. Moi, par exemple. Est tout à fait capable en Time's Up de réussir à faire deviner ski ou handball. Et donc à partir du moment où moi qui suis une grosse quiche en sport mais est capable de faire deviner handball, ça veut dire qu'on n'est pas là où ça doit être. Ouais, ben en fait je pense que tu t'amènes le bon point. Habituellement JF et moi on se consulte pas vraiment quand on choisit nos thématiques. Et ça nous permet d'ailleurs d'en discuter dans l'épisode et de voir un peu comment on perçoit ce sujet-là. En fait, de la liste qu'il a nommée, réellement, moi, le seul que j'aurais éliminé, pratiquement, c'est Pick and Choose, Cranium, toute cette... Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances générales pour... Il y a un cinquième, c'est de la connaissance. Voilà. Donc c'est un cinquième de connaissance générale. C'est pour moi faire deviner l'action de manger avec la pâte à modeler, ça rentre pas dans les jeux de pour trivia. moi non. C'est un jeu de communication, c'est pas un jeu de trivia. Mais en même temps, je mon avis, le fait que tu l'as mis et on va d'ailleurs te laisser peut-être... dans le fond, c'est vraiment... dans Cranium, comme tu dis, il y a un cinquième. Pour moi, Pick and Choose est un peu le nouveau Cranium. Donc oui, en effet, mais il se distingue un petit peu du fait que c'est plus un jeu de devinette qu'un jeu de trivia, en effet. As-tu le temps de parler de quelques jeux? Quelques mentions honorables. On va demander à Jimmy qu'est-ce qu'il en pense, voir on est où dans les délais de production. Je pense qu'on a le temps de faire une mention honorable chacun. C'est ce que Jimmy me dit dans l'oreillette à l'instant. Donc choisissez bien votre mention honorable. David, t'as l'air prêt, toi? Uppsala. Plus que nous. Uppsala. En fait, c'est un jeu géographique où l'idée est de positionner des villes les unes par rapport aux autres. Au fur et à mesure, on se dit, ok, cette nouvelle carte, est-ce qu'elle est au nord, est-ce qu'elle est au sud, est-ce qu'elle est à l'est, à l'ouest? C'est des pays ou c'est des lieux? C'est des lieux par rapport, je pense que ça a été décliné dans plusieurs pays. Le principe est...
est sympa. Simplement, moi, la géographie, d'abord, je suis pas bon. Et en plus, ça m'intéresse moins. Mais par contre, la mécanique de dire la géographie, c'est du positionnement est-ouest, nord-sud, et de l'utiliser comme mécanique de jeu, là, il y a quelque chose qui me taquine et je trouve ça bon. L'idée, ok, maintenant, cette nouvelle carte, je la place où au-dessus, à droite, à gauche, par rapport à est-ouest, nord-sud. Et j'ai trouvé ça intelligent. Et donc, voilà. Mes mentions spéciales, mentions honorables, parce que je ne suis pas un profond fan de géographie. Ouais, c'est pas ton truc, là. Ouais. Mais t'as amené un point intéressant, je connais pas du tout le jeu, ça a l'air pas pire, mais c'est qu'il y a beaucoup de jeux, on dirait, de trivia, que la mécanique est pratiquement inexistante. Ouais. Et que l'idée, c'est comme, réponds à des questions, et si tu réponds le mieux aux questions, tu vas gagner. T'sais. C'est pour ça que tous les jeux que j'ai choisis avaient un point mécanique qui me paraissait, en tant qu'éditeur, valable. Magnifique. Fait que moi, ma mention honorable, ça va être pour un jeu que j'apprécie pas particulièrement. Mais c'est toujours bon d'en parler quand même. Hein. On s'est fait critiquer un peu à Balado Ludique. On s'est fait dire qu'on parlait que des jeux qu'on aimait, puis on trashait pas. Mais nous, on veut pas, on veut respecter l'industrie, on veut pas faire de la mauvaise pub à des gens, donc on va pas en faire trop. Mais c'est le jeu Destination X. Qui vient tout juste de sortir, en fait, je crois que c'était à SN cette année, 2017. C'est un jeu dans lequel, un genre de Carmen Sandiego, où un joueur va être l'espion, il va être caché dans un certain pays. Donc on va avoir une carte de plein de pays. Excusez-moi, pas une carte, on va avoir plein de cartes avec un pays chacun dessus. Et on sait que l'espion va être caché dans au moins un de ces pays-là. Et en posant des questions à l'espion, ben des questions assez pointues sur, OK, c'est quoi la population du pays? Là, il va nous dire la population du pays et là, par élimination, on va enlever, dans le fond, les pays que nous, on juge que ça marche pas. Fait que, mettons, on dit, OK, la population du pays, il va nous donner le chiffre, donc, mettons, 2 millions. Mais là, on sait que la Russie, la Chine, si elle est sur la table, c'est pas ça, parce qu'on sait pas combien il y a d'habitants, mais on sait qu'il y en a plus que 2 millions. Donc, c'est un jeu de déduction et d'élimination pour arriver à un choix final. Un genre de Guess Who. À la Carmen Sandiego. Le concept est super, puis quand je me suis fait présenter le jeu, j'étais comme ok, je veux vraiment jouer, ça a l'air vraiment cool. Malheureusement, pour une raison que j'ignore, ça fait juste un peu tomber à plat. Puis la rejouabilité est pas si excitante et le joueur qui joue l'espion réellement ne fait rien à part répondre aux questions. Ouais, exact. Il n'y a pas d'élément de bluff, il n'y a pas d'élément. C'est juste, tu réponds, tu peux pas mentir. Tu peux rien faire. Tu dis oui, tu dis non. Tu dis le nom, tu dis la langue qui est parlée dans ce pays-là. Puis toi, tu as une espèce de guide avec tous les pays dedans. Donc le pays dans lequel tu es caché, tu l'ouvres à telle page. Toutes les statistiques. Fait que, eux, ils te posent une question sur OK, combien il y a de monde, ben, c'est quoi la langue parlée là-bas, puis tu la dis. C'est très mécanique, mais c'était quand même le fun, mais en effet, le fait qu'il y a comme un joueur qui joue pas vraiment, on dirait que ça bug un petit peu dans le jeu. Ouais, puis aussi c'est un jeu qui dit que tu peux jouer comme jusqu'à 10, ou je sais pas combien de joueurs, mais tu dis 3-4, c'est vraiment le bon nombre de joueurs. Ouais, exact. Ça sert à rien d'être 10 à poser les mêmes questions. Jouer une partie, 2, c'est bien, de là à l'avoir dans ta bibliothèque puis à dire que tu vas rejouer. Je pense que c'est pas le gros jeu qu'on espérait, là. Alright, moi pour ma mention honorable, écoute, moi je suis allé à l'inverse un peu de vous, c'est un jeu straightforward, de questions, je te dis un indice, t'essaies de répondre. En fait, le jeu s'appelle Quizniac, sorti en 2009 et il existe qu'en anglais malheureusement, pas de traduction en français pour l'instant. Quizniac. Quizniac, c'est un jeu où... Les maniaques des quiz. t'as un des joueurs c'est qui un va... titre interdit, on s'entend. Ils ont été... Là, Quizniac, c'est à peine prononçable. C'est à peine prononçable. Mais jeu super simple, un joueur à tour de rôle va avoir une carte sur laquelle il va avoir 10 indices. Il va lire le premier indice à tout le monde autour de la table et si un joueur a la bonne réponse, ce joueur-là fait 10 points. Si personne ne sait la réponse, on va lire l'indice numéro 9. Si quelqu'un l'a avec 2 indices, il fait 9 points. Donc plus ça nous prend d'indices, plus moins de points on va réaliser à la fin. Donc straightforward, super simple, mais pour les amateurs de jeux de questions, ceux qui aiment ça, se péter les bretelles et se croire plus intelligent que les autres, c'est un jeu excellent et qui marche super bien. La culture générale n'est pas une forme d'intelligence. Mais elle permet de développer... la mémoire. Non, pas que. Moi, je suis vraiment... Mais toi, t'es français. Mais je suis français là, au j'allais départ. dire, là, ça compte pas, là, ici. On nous inculque ça au départ.
Mais la culture générale, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que t'as des perspectives, ça met des choses en perspective. Ah, mais ça permet d'avoir un contact avec plein de domaines, rapidement si on veut, puis d'avoir pas une opinion, mais un coup d'œil rapide sur plein de Ou au choses. moins de mettre en perspective une opinion par rapport à au moins un bagage de petites choses. Mais au Québec, on développe des compétences et non des connaissances. Fait qu'on sait pas en quelle année ça a été découvert le Québec, mais on sait pas grand chose de plus. Donc, je pourrais pas te dire par quelle compétence ça a été remplacé. Alors, Jimmy nous fait des signes, là, on est rendu au top 5 des jeux de questions. Alors, sans plus attendre, on va commencer par le numéro 5. Alors, mon numéro 5 est le jeu mot pour mot. Et je risque de me prendre quelques claques pour ça. Mais en gros, mot pour mot est la réédition française de Word on the Street, un jeu qui va se jouer en 2 équipes et dans lequel à chaque tour, une équipe va piger une thématique, un thème dans le fond, et on va devoir trouver un mot dans cette thématique-là et l'épeler. Il va y avoir des lettres sur le plateau, mais notre but, ça va être de trouver les mots avec le plus de lettres pour déplacer le plus de lettres vers notre équipe. Donc super simple, vraiment efficace. Je l'ai mis là parce que, oui, en effet, c'est probablement peut-être un petit peu plus un jeu de devinette, mais pour moi, c'était à la limite parce que, mot pour mot, c'est quand même un jeu où plus tu as une connaissance de la thématique et plus tu as une connaissance générale du français, ben plus tu vas être en mesure de trouver des bons mots et des bons mots qui utilisent le plus de lettres. Parce que le but, c'est pas de trouver, c'est pas juste un jeu de rapidité où tu dois trouver un mot le plus rapidement. On va avoir un temps de sablier qui est peut-être une minute et demie pour penser au mot qui a le plus de lettres, mais le plus de lettres qui va nous affecter ou qui va nous affecter positivement. Faut que tu connaisses tes sortes de bateaux, là. Donc, il faut que tu aies plusieurs options, puis tu vas pas nécessairement dire le premier mot que tu as en tête. Tu vas en discuter avec ton équipe, tu vas essayer de prendre le mot qui a le plus d'impact stratégiquement d'une certaine façon pour le dire. Donc, oui, jeu de devinette, mais en même temps, il y a ce côté de connaissance générale qui aide beaucoup dans le jeu. Et pour moi, c'est mon numéro 5 sur la liste, mot pour mot. Ouais, David, t'as fait un petit Alors, il faut savoir que j'adore mot pour mot. C'est vraiment un jeu super cool, en plus super bien mis en forme par le Scorpion. Mais c'est juste que si on commence à faire rentrer mot pour mot dans le jeu trivia, en tout cas, c'est pas ma barrière. Mais peut-être que... J'ai pas mis Cranium ou Pick and Chose au moins. Je peux aller jusque-là, mais oui, en effet. Mot pour mot, on se disait c'était... Et pourtant, c'est un putain de bon jeu. Ouais. Puis moi, je serais mal placé pour trasher ça parce qu'au final, c'est moi qui t'ai convaincu de le mettre dans ton top 5 en validant, selon moi, pour exceller à mot pour mot, ça te prend une culture générale qui va être développée. Parce qu'il y a énormément de sujets qui sont pointus. Quand même. Je suis prêt à m'incliner. Oh, donc magnifique, on n'a pas besoin de se convaincre plus longtemps. Mon numéro 5 se retrouve sur la liste de quelqu'un un peu plus haut. Alors, on va y revenir plus tard. Alors, mon numéro 5, alors je m'excuse par avance, à tout seigneur, tout honneur, j'ai décidé de mettre un de mes jeux. Ça ne se fait pas, je sais, c'est une honte, mais c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à développer à l'époque où je travaillais pour Kiki Gagne, donc maison tenue par Danny et Ted, et donc c'est Finfino. Finfino qui a été un de mes premiers travaux d'auteur-édition et où Danny était face à une problématique de est-ce qu'on peut faire un jeu de questions où celui qui lit la question ne s'ennuie pas et en fait ça a été la problématique qu'on a je pense solutionné et c'est un jeu que je continue à aimer jouer. On crée nos nouvelles questions maintenant parce qu'on les a bien passées en revue. Le principe est tout bête, hein. Celui qui va lire la question va décider à qui et comment il la pose. Est-ce qu'il va la poser à quelqu'un en pensant qu'il va trouver? Est-ce qu'il va la poser à quelqu'un en pariant sur le fait qu'il va se planter? Est-ce qu'il va la poser à tout le monde en pensant que la majorité vont trouver? Est-ce qu'il va la poser à tout le monde en pensant que la majorité va échouer? Et donc, l'idée, c'était de rendre... C'est intéressant, ça c'est le Sphinx System. Hein? C'est le système Sphinx, oui. Et l'idée, c'était vraiment de rendre le poseur de questions acteur et donc élément central de comment on gagne les points. Et bien entendu, le but des autres, c'est de trouver. Mais
c'est peut-être mon côté français. Je suis désolé parce qu'il y avait quand même ça aussi à l'époque. C'est vrai que c'est toujours un peu moche quand je te dis tu vas te tromper. Et donc je te pose la question. Alors toi tu marqueras des points si tu trouves. Mais moi j'en marque si tu te trompes parce que je pense que sur cette question-là, no way tu trouveras. Et donc voilà, c'est pour ça. C'est un peu la honte de se présenter, mais j'ai toujours aimé le jeu. Je continue à en être fier, et donc merde. Non, puis c'est un jeu que les deux, nous, on était bien plus honteux parce que c'est un jeu que les deux, on n'a jamais joué. Si je me trompe pas, Jeff. Ben, moi, je le connais bien, je l'ai quand même souvent expliqué, mais j'ai jamais eu la chance de l'essayer, malheureusement. Tu sais, toi, je trouve que le concept est intéressant, puis moi, c'est ce qui m'intéresse des jeux de questions, c'est quoi la twist? Parce que les jeux de questions, la plupart, c'est des jeux de questions. Mais là, c'est sûr qu'on va large aujourd'hui, là, mais tu sais, dans celui-là, c'est quoi la twist? Puis, la twist, c'est que celui qui pose la question est celui qui fait les choix. Et ça, c'est intéressant, effectivement, parce que souvent, tu te dis aussi bien remplacer la personne qui pose des questions par une application ou par n'importe quoi. Numéro... Oh, magnétophone, comment j'ai pris un coup de vieux. Pardon, le magnétophone. Numéro 4! Oh, mon numéro 4, un autre jeu que je vais avoir quelques claques, mais je me suis bien arrangé. Donc, pour celui-ci, mon numéro 4, c'est le jeu C'est gentil. Donc, le jeu 1, dans le fond, Family ou le jeu 1 Family ou le jeu édition 1, famille. Exactement, édition famille. Mais même le jeu édition cinéma, parce que dans celui cinéma, je pense qu'il y a un petit peu plus ce côté trivia, de ce côté de connaître les personnalités, connaître les films. On peut sentir qu'il y a vraiment une distinction entre les différentes générations avec qui tu joues. Donc il y a vraiment ce côté de, oui, c'est un jeu où tu vas essayer de pas faire deviner ton mot en fait, mais tu veux qu'il y ait au moins une personne qui trouve ton mot à l'entour de la table, mais que tu veux qu'il y ait le moins de gens possible. Mais plus tu as une grande connaissance générale du cinéma ou d'autres thématiques en fait d'acteurs aussi dans le cinéma, et ça va vraiment t'aider. Donc oui, peut-être encore une fois, peut-être un petit peu plus du côté devinette, mais je trouve qu'il y a un aspect vraiment intéressant qui me rappelle vraiment les jeux de questions, qui a une dynamique qui est vraiment différente des autres. Donc un petit jeu à une mécanique à la Dixit. Donc pour moi, c'est mon numéro 4. On va laisser David réagir là-dessus. C'est gentil, mais j'aurais fait un aussi, tout comme si je fais un pour Christian du Scorpion, j'aurais fait. Mais je te remercie, effectivement, ça prend de la connaissance cinématographique ou de la connaissance générale. Et oui, qu'est-ce que tu veux que je réponde? J'aime ce jeu, oui, bien entendu. Moi, mon 4, c'est Timeline. Oh. Tout simplement Timeline. Donc ok, je vais alors faire on va parce que juste ça remonte. on va juste t'interrompre là, c'est ça exact, pour pas trop divulgacher le futur. Donc on a un invité spécial, il est pas briefé, il est français là. Il est rendu à sa 8e bière, donc Elles sont bonnes ici. Mon numéro 4, alors là vous allez vraiment pas être content parce que j'ai vraiment triché, c'est même pas un jeu de société, c'est même pas un jeu de plateau. Quoi? C'est le jeu, mais c'est un jeu vidéo, ok? On a dit, c'est un podcast sur les jeux ici ou quoi là? Mais c'est un jeu de la série Jackbox Party. Donc Jackbox Party, on en a parlé souvent, c'est une série qui va se jouer sur une télévision. Et tout le monde va contrôler avec son téléphone cellulaire. Donc, on s'assoit autour d'une télé, on joue avec notre téléphone cellulaire. Et il y a un jeu dans la 3e boîte, ils ont fait plusieurs boîtes, qui s'appelle Trivia Murder Party. Et c'est un jeu de questions, en fait, vraiment de connaissances générales. Donc, c'est un jeu en ligne, donc, en ligne. C'est un jeu vidéo, donc les questions sont mises à jour régulièrement. On va avoir des trucs complètement éclatés, comme des questions sur l'Égypte antique, comme on va avoir des cas juridiques qui sont aux États-Unis dans les derniers mois. Donc, c'est extrêmement large comme spectre. Et je vous dirais que il y a à peu près 5% des questions que vous allez vraiment connaître la réponse. C'est-à-dire, à moins que vous soyez des brutes là, de la connaissance générale, on tourne autour de 5%, mais il y a toujours une espèce de twist sur le jeu. Donc, si je le trouve pas, je vais me retrouver dans un minigame avec tous les gens qui l'ont pas trouvé pour savoir qui va perdre. Et le but va être de rester en vie. On se promène, c'est Trivia Murder Party. Donc, on est des espèces de petites marionnettes qui se promènent dans un manoir hanté et on va mourir au fil du temps. Quand on meurt, on n'est pas éliminé, mais on est mort. Donc, en tout cas, je t'explique pas toutes les mécaniques, mais on est mort.
Et le but va être de pas mourir. Donc là, quand tu réponds mal à une question, ben là, tu te retrouves à un petit jeu de mathématiques ou un petit jeu d'observation pour ne pas mourir. Et il y a des twists vraiment intéressants du genre, OK, ben là, toi, t'as perdu, tu vas pas mourir cette fois-ci, mais il va falloir que tu te coupes un doigt. Lequel doigt tu te coupes? Et c'est tous des choix de réponse. Donc, si tu t'es coupé le doigt 3, tu pourras plus jamais prendre la réponse C. Et c'est pas rare que tu connais la réponse, mais que tu t'es coupé un doigt. Donc, je vous dis, vous connaissez 5% des réponses, sauf que quand ton doigt il est coupé et tu la connais, t'es comme « Non, pourquoi? » Super drôle, les parties vont durer une quinzaine de minutes. Après ça, à la fin de la partie, il y a une espèce de mini-jeu où là, on va pourchasser celui qui est encore vivant. Et il y a un petit côté trivia Chucky à ce que tu décris. Absolument. Ça a vraiment, c'est un jeu d'horreur, mais très humoristique. D'accord. Et il y a un narrateur avec une voix vraiment cinématographique qui va te parler tout le long. Super cool. Trivia Murder Party, je sais que c'est pas un jeu de table, mais très bon jeu de trivia, comme il s'en fait peu. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est un jeu qui se nomme Geek Out. Donc, c'est un jeu de questions, mais c'est aussi un jeu d'enchères. C'est-à-dire qu'on va avoir une question. Donc, combien de Pokémon peux-tu nommer? Combien de vilains de Batman peux-tu nommer? Et à tour de rôle, on va dire un chiffre. On va pas les nommer, on va juste dire, moi je peux en nommer 3. Prochain joueur, 2 choix, soit dire plus ou soit passer, se coucher. Donc on va continuer. Super concept, c'est donc bien cool, je joue à ça maintenant. Donc on va continuer jusqu'à ce que tous les joueurs, sauf un dans le fond, se sont couchés. Et le joueur qui aurait dit le numéro le plus élevé va devoir le faire. Évidemment, c'est pas un jeu où tu as les réponses marquées à côté de la carte parce que il n'est pas marqué tous les Pokémon, tous les vilains de Batman. Donc, on va pouvoir valider évidemment avec nos cellulaires, tout ça, avec la technologie moderne. Mais juste super intéressant, je trouve que cette twist de surenchérir, des fois tu veux juste comme surenchérir, même si tu sais pas trop la réponse, même si c'est pas sûr de dire le chiffre, juste pour pousser l'autre parce que tu sais que l'autre va aller plus loin, juste pour le coincer. Mais là, c'est un jeu d'enchères. C'est un jeu d'enchères. Hein? Fait que mécanique d'enchères mélangée avec le quiz. Super intéressant. Ça reste un jeu vraiment difficile. Les questions sont très touchées. En fait, il y a une version geek, donc le Geek Out Geek qui est très pointu, c'est pour les vrais ultimes geeks. Et il y a la version pop culture qui est un petit peu plus ouverte, un petit peu plus simple, mais qui reste quand même assez difficile parce que même que la plupart du temps dans la question, il devient un nombre minimum. Fait que nomme les livres de tel auteur, 4. Pour commencer, c'est ton chiffre de base. C'est pas un jeu qui est facile, mais mécanique super intéressante. Très beau concept, c'est cool. Geek Out. Toi, t'es un fan, David, ou tu connaissais? Je connaissais de nom, je ne l'ai jamais testé. Ah, mais juste quand j'ai... Ouais, le principe, ça donne envie. C'est super on bon. On est d'accord, ça donne envie. Ouais, ok. Ton numéro 3, David, tu lui? Ouais. Ah, ok, c'est bon, on va le passer. Donc, il se retrouve plus haut sur la liste de quelqu'un d'autre. Donc, on va tout simplement devoir le mettre dans la tablette pour l'instant. Mon numéro 3, 1988. Donc, on parle quand même d'un jeu qui est sorti il y a un certain temps. C'est le jeu Scattergories. Pour moi, Scattergories, c'est le jeu de mon enfance que je pouvais pas jouer parce que c'était le jeu pour les grands. Et finalement, on se l'est approprié entre cousins et cousines. On a joué des centaines et des centaines de fois à Scattergories. C'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus dans ma vie. Mais c'est super bon. Puis on le ressort encore, puis c'est encore bon, puis c'est... Il y a pas vraiment... Il y a quelques jeux qui ont réussi à rivaliser un peu avec ça, mais il n'y en a aucun qui le fait aussi simplement et aussi comme... C'est ça, tu sais. Trouve des mots qui commencent par telle lettre. Magnifique concept. Scattergories, en plus, avec le timer, il est tellement stressant. Clic, tout le monde saute. C'est vraiment... c'est un classique Scattergories. Et bien entendu, ça amène à toutes les engueulades autour de la table qui fait partie de la vie de famille. Donc, super cool. Scattergories, ça c'est un jeu que vous devez trouver et que vous pouvez sûrement trouver au Village des Valeurs pour 2-3 piastres. Ça vaut la peine. En même temps, il se vend encore. Je suis sûr qu'il y a des éditions maintenant qui sortent encore. Puis, c'est toujours aussi efficace. Ah, super jeu. J'ai rien à redire. Numéro 2. Alors, mon numéro 2 est un jeu qui se retrouve sur la liste des 2 autres animateurs. Et c'est évidemment le grand classique, le jeu Timeline.
Donc, Timeline, en fait, j'ai mis Invention parce que oui, c'est le premier que j'ai essayé. C'est le premier qui est sorti, celui qui a mis un peu la table sur cette série. Timeline est un jeu très simple dans lequel nous allons avoir plein de petites cartes avec des inventions dessus. Ça peut être des événements historiques, des personnalités, tout ça. Cinéma, musique. Et il va y avoir une carte au centre de la table pour commencer la partie avec la date. Donc, l'invention du grille-pain en je sais pas quelle année. L'année va être marquée. À ton tour, tu vas prendre une des cartes devant toi avec les dates de cachet. Tu vas devoir dire si ça a été fait avant ou après la carte présente. Donc, tout simplement, on va continuer comme ça. Si tu as la bonne réponse, la carte va rester sur la table. Et donc, la timeline va grandir. Évidemment, le deuxième joueur va devoir dire avant, après ou entre les cartes. Donc, ça va être toujours le but, ça va être de trouver toujours la bonne intervalle, de placer notre carte entre les deux bonnes cartes qui se trouvent. Plus la timeline grandit, plus ça commence à être difficile. Donc, concept, c'est tellement niaiseux que tu te dis pourquoi ça n'a pas été inventé avant. Tellement simple, tellement efficace. Rien à dire. Rien à dire. Fait que là, David, c'est dans ton top Ah ici. ouais, c'était mon top 4 parce que on parle des jeux qui ont une évidence. La beauté d'un jeu qui a une évidence, là, il est là. Non, puis il fait chier ce jeu-là parce que t'es comme. Pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi je l'ai pas fait? Alors que tu sais, mais en même temps, tu te dis, quand tu fais des jeux, quand tu vois comment un jeu se fait, tu le sais qu'il a pas été popé de même non plus. C'est clair qu'il y a eu du travail dessus, puis c'est clair qu'il y a quelque chose. Et ce jeu-là, d'ailleurs, a fait. Moi, c'est mon cinquième choix, il est limite parce que je considère qu'il est. Pour moi, ça me stimule plus ou moins, mais j'aime quand même le jeu. Puis je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi je l'ai placé en 4e en tant qu'éditeur, plus qu'en tant que joueur. Ok, tu vois, c'est un peu ça. En tant que joueur, j'attends un peu plus de viande sur l'os. Mais par contre, on est joueurs, on est des gros gamers tous là autour de la table. Ouais. Et c'est pour ça, notre point de vue est invalidé sur plein de choses. Ce jeu-là, je peux y faire jouer mon père et mon père il prend des plaisirs. Absolument. À partir du moment où j'ai ça, on rigole autour de la table, on passe un moment social, agréable et n'importe qui comprend, c'est gagné. Oui, absolument. En fait, j'allais inviter quelqu'un qui était passé à côté de notre table à s'asseoir avec nous. Oui, j'ai vu ça. Mais finalement, j'ai comme choqué mon invitation. Puis lui, il s'est dit, oh non, c'est bon, mais ok, on va se reprendre une autre fois. C'était quand même une belle personne qui était là. Oui, absolument. Juste pour finir sur Timeline, une chose qui me fascine vraiment sur ce jeu-là, c'est la boîte, comment elle est faite. Tu sais, ils ont vraiment mis du relief sur les seins du personnage, qui est une fille, une genre d'exploratrice. Donc c'est vraiment un jeu qui est agréable au toucher. Je commence à comprendre ta situation vis-à-vis de ma sorcière. Exactement, mais tu sais, en fait, quand je pensais à la sorcière... Est-ce que tu consultes? Ben là, moi, je me dis, c'est tout à fait sain et respectable. Non, absolument. Et, sauf que je trouvais ça un choix étonnant quand même qu'ils fassent ça sur un jeu qui est quand même vraiment familial, mais de mettre en relief les seins du personnage. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça super. Mais la boîte est une très belle... alors, c'était pas les premiers à faire de la boîte métal, 100 ans. Non, mais celles-ci sont très bien faites. Ouais, mais d'ailleurs, à cause des seins justement du personnage, ça l'empêche les boîtes de se stacker vraiment bien entre elles. Ouais. Un peu décevant, mais sinon, c'est vraiment cool. Tu voulais un peu de relief sur la sorcière, c'est pas ce commentaire-là. Mais non, mais pourquoi Timeline est dans mon top 5, c'est ça que je disais, là. Il y a ce point en plus. Sinon, il aurait été top 6. Numéro 2. On est déjà au numéro 2. Donc, David, ton numéro 2. Fauna de Friedman Freeze. Alors parce que d'abord j'adore les animaux, je me gave d'émissions documentaires sur les animaux. Moi aussi je suis comme ça là. Je suis un fan des plus beaux zoos du monde. Alors je sais que des gens vont rigoler, mais les zoos ça aide aussi à sauvegarder les espèces. En tout cas j'aime les animaux, j'aime Friedman Freeze et là c'est un jeu d'une pureté. Le jeu, j'aurais aimé l'inventer et en tout cas j'aurais adoré l'éditer. L'idée est vraiment... Elle est cool parce que c'est de la connaissance très spécifique, c'est-à-dire de la connaissance sur les animaux, mais avec une twist qui va faire que un enfant va tester. Et il va peut-être s'en sortir parce que c'est une question de feeling. Pour ceux qui ne connaissent pas Fauna, l'idée est c'est d'une beauté. On a une grande carte sur la table avec toutes les régions du monde et en dessous 3 grandes échelles, le poids, la taille et l'âge, je crois, de tête. Et l'un de nous, on a tous
4 petits cubes en bois, des petits cubes à notre couleur. Et là, quelqu'un va prendre le paquet de cartes qui cache les informations et va dire, par exemple, parlons du martin pêcheur. Le martin pêcheur, allons là-dessus. Et là, quand c'est mon tour, je peux poser un de mes cubes, soit sur une région où je pense que le martin pêcheur existe, dans la région du monde, donc je le place dessus, soit sur ce que j'estime être sa taille, son poids ou son âge. Et donc je le place. Honnêtement, pour Timeline, je vais plutôt penser à Cardline. Je veux dire, Fauna n'aurait pas existé, ça n'existe pas. Ben, j'allais dire justement, sans trop aller dans le détail, mais tu sais, Cardline, c'est une espèce de version card Light, game ouais. de Fauna. Tout à fait, mais Fauna existait déjà. Fauna, il existe depuis longtemps, 2008, là, donc ça fait 10 ans. déjà. Et donc, on va placer ces cubes, chacun son tour, on place un cube, et à la fin, pour chaque cube placé, si on a la réponse exacte, ça rapporte des points, si on est voisin, ça en rapporte un peu moins, et avec une mécanique assez intéressante où si on est vraiment à la rue et qu'on a placé des cubes à des endroits qui n'ont aucune allure, on ne les regagne pas. Ce qui fait que, d'une certaine façon... Tu perds ta façon de faire des points. Voilà, t'sais. tu préfères parfois ne pas miser que de te dire je suis à la rue. Honnêtement, le rhinocéros blanc, je sais que c'est en Afrique, mais je suis pas sûr de ne pas le planter. Et il y a vraiment une façon assez... Ce que j'aime, c'est le côté intuitif. C'est un jeu intuitif. On pense y être, ou on pense pas y être, mais on va apprendre par un peu pelure d'oignon. C'est-à-dire, j'étais pas tout à fait à côté, ok, je sais mieux. Et les enfants, les plus jeunes adorent autant, enfin, magnifique mécanique. Non, puis t'en parles, Et là, c'est beau. ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais là, t'en parles, ça me revient bien, et je trouvais que c'était un jeu qui amenait à l'apprentissage. Tu sais, là, on parle de jeux de questions puis de quiz, mais il y en a plein que... Tu sais pas. Oui, puis même quand tu te les fais poser la question 2 ans plus tard, il y a des bonnes chances que tu t'en rappelles plus parce que c'est vraiment pointu. Alors que dans Fauna, j'ai l'impression que la façon dont c'est fait, Ça, tu apprends. t'apprends réellement. Absolument. Puis oui, tu vas peut-être pas te rappeler de tout, mais vu que c'est comme par un espèce de système de déduction, puis en fonction de qu'est-ce que les C'est autres très vont mettre, visuel, c'est très visuel. Exact. Faut pas oublier qu'on est dans un des rares, enfin je dis pas qu'il y en a pas beaucoup, mais non, Le il y en a plateau. pas tant, où il y a un vrai plateau de Un jeu. vrai plateau de jeu, tu pourrais croire que c'est un jeu de contact mondial. Là. C'est le même Absolument. plateau de risque que risque, en fait. Absolument. Mais en plus, c'est un jeu de. Je l'imagine aussi un jeu de classe. Hein. Tu mets ça dans la classe, Ah oui. et tu sais, comme bang, À fond, ça à marche, fond. là, ça marche. Là. La seule petite problématique qu'il y aurait maintenant avec Fauna, c'est qu'avec le réchauffement climatique et tout, malheureusement, il y a des espèces, je suis plus sûr qu'elles existent encore. Ça va prendre Ça, c'est les- mon côté un peu triste. Ça va prendre l'édition trash de Fauna. Tu sais, il reste plus d'espèces. Post-apocalypse. Ils sont toutes dans la même région. Dans les zoos, en fait. Faudrait juste dire dans quel zoo du monde sont conservés. Mon numéro 2, il s'agit du jeu du dictionnaire 1985, et là on retourne loin dans le temps. Un jeu québécois d'ailleurs, que je crois pas qu'il a été édité dans d'autres langues, peut-être, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ça. Un jeu que vous pouvez à 100% trouver dans les villages de valeur, des villages de valeur près de chez vous. On a parlé un peu de Malarkey tantôt, mais réellement le jeu du dictionnaire c'est avant ma naissance, donc ça vous donne un peu une idée de mon âge, après celle de David par contre. J'ai envie de t'insulter. Le jeu de dictionnaire vraiment cool. Une personne va choisir un mot dans le dictionnaire. Souvent un mot que les gens connaissent pas. Il va falloir l'écrire et inventer une définition. On va mélanger tout ça et ensuite on va devoir voter pour la définition qu'on pense qui est la bonne et bien entendu essayer de créer des définitions qui vont faire que les gens vont voter pour nous. On n'est pas dans le jeu de questions pures et dures. Par contre, la connaissance du français va être extrêmement importante. La preuve pour moi, c'est que je considérais que j'étais un bon joueur du jeu du dictionnaire, un bon bluffeur et tout ça. Vraiment, il faut que tu connaisses l'orthographe, parce que tu as des points pour l'orthographe du mot. J'ai joué avec un sémiologue, un docteur en sémiologie. Ouais, quand Et j'étais comme, je me dis, ok, tu sais, ça lui donne un avantage, mais pas nécessairement. Il nous a torché en fait, et ça m'a fait aimer le jeu encore plus, parce qu'il arrivait à prendre la racine des mots et à créer des définitions qui nous trompaient sur le sens du mot, et c'était vraiment intéressant de jouer avec justement quelqu'un comme ça. Ça l'amenait une autre dimension au jeu et ça m'a fait aimer le jeu encore plus. Oh, roulement de tambour. Numéro 1. Mon numéro 1, c'est un jeu qui se retrouve encore une fois sur la liste des 2 autres.
personnes ici à l'entour de la table et c'est le jeu Wit and Wager qui est d'ailleurs ton numéro 1. C'est mon numéro 1 Et aussi. David, Mon toi, numéro 3. en numéro 3. Donc c'est quand même haut dans la liste. Hein. Donc, ben oui. Alias, pour info, Gambit 7. Gambit 7 ou Kit ou Double. Non, Kit ou il a Double. déjà été édité donc sous ce nom-là. Wit and Wager, en gros, est un jeu de, de connaissances générales, mais où chacune des réponses va être des nombres, des chiffres. Ok? Donc, En combien de temps le 100 mètres est couru? Combien y a-t-il d'espèces d'oiseaux en Inde? Blablabla. Combien y a-t-il en moyenne de poils de chat sur un chat? Combien de pourcentage de M&M rouge il y a dans un paquet de M&M? Donc, tous ces genres de questions que tu n'as probablement aucune fucking idée. Combien y a-t-il de Français Alors, au Québec? Tout le monde, on va avoir notre petite fiche, avec un crayon et Je m'en vais. Et on va écrire la réponse qu'on a en tête, qu'on pense que c'est. Donc, quand tout le monde a écrit la réponse, on va dévoiler notre réponse et on va placer toutes les réponses, donc qui sont des nombres en ordre croissant sur la table, du plus faible au plus grand nombre. Et ensuite, nous avons des petits jetons de poker un peu, 2 de couleur normalement, et nous allons essayer de voter pour la réponse qui est le plus proche de la vraie réponse. Donc, ça se Mais peut qui que- n'est pas nécessairement la nôtre. qui est Et pas ça, nécessairement c'est la non, beauté. exactement. Ça, c'est la beauté. Parce que ça, c'est le genre de jeu où tu vas écrire quelque chose, tu vas regarder les réponses des autres joueurs et tu vas te rendre compte que t'es probablement dans le champ et tu vas aller voter pour quelqu'un Je me d'autre. dis, ok, ce finalement. gars-là, il connaît vraiment bien le système solaire, ça veut dire que la distance entre la Terre et le Soleil, je vais peut-être parier sur lui au lieu de sur moi, tu sais. Exactement. Donc, tout simplement, on va révéler la réponse. Les joueurs qui vont avoir voté pour la bonne réponse vont faire des points. Le joueur qui a répondu la réponse la plus près va aussi faire des points. Donc, belle twist hein, dans le jeu-là. Arrive avec un genre de jeu tu sais, de mise, de pari. Non, c'est mécanique ultra efficace. Ouais, exactement. Je sais qu'il y a plusieurs versions. Là. Moi, j'avais personnellement joué avec la version où on votait pas pour une réponse directement, mais pour les intervalles. Donc, dans quel intervalle entre deux réponses se trouve la vraie réponse. Parce que c'est très rare qu'on va écrire telle quelle la bonne réponse. Mais là. j'allais dire, la beauté de ce jeu-là, moi j'ai trouvé. Non mais c'est là, que- ça c'est dans la règle en fait, juste Ouais, pour dire, c'est que quand tu mises sur la réponse, en fait, la bonne réponse, c'est celle qui va rapporter des points, c'est celle qui est la plus proche par le bas. Par le bas, ouais, C'est-à-dire, exactement. donc en fait, ça relève, c'est la même chose que ta notion d'intervalle. Ouais. Et c'est juste que voilà, celui qui est le plus près par le bas de la bonne réponse. Mais je pense que j'allais jouer avec la famille parce que, dans le fond, tu votes pour un intervalle, puis la réponse avant et après faisait des points. D'accord. Donc, version peut-être un petit peu plus facile là, que moi j'avais essayé, mais mécanique super intéressante. Puis tu sais, les questions, là, pour vrai, il y a des questions que tu les lis, puis tu sais, c'est drôle là, comme type de questions. Puis tu dis, voyons donc que je sais ça. Fait que c'est des questions pas rapport, t'as aucune idée, mais de voir toutes les réponses, des fois de voir les réponses qui sont, mettons, en dessous de 1000, puis la réponse est finalement 100 000, t'es comme, oh. D'où ma problématique vis-à-vis de ce jeu, je l'ai mis en 3 parce que je pense par sa nature et sa forme qu'il est un jeu de questions. Mais comme t'as pas besoin de savoir et que c'est que de l'estimation au doigt mouillé, est-ce qu'on est vraiment dans un jeu trivia? Je ne sais plus en fait. Mais c'est un peu ça, Timeline aussi, non? Parce que non, Timeline, si parce tu qu'il y a connais- une vraie réponse. Si tu connais Ouais, il y a ton histoire, tu gagnes à tous les coups. Ouais, il y a une vraie. Mais dans Timeline, tu as ce principe de j'ai aucune idée, mais je probablement que Mais c'est je l'ai dans quand ça. même mis. Tu vois, je Ouais. l'ai quand même mis en 3. Absolument. Mais il y a vraiment ce truc où, à partir Ouais. du moment où quelqu'un peut gagner, passer Sans rien connaître. sans rien connaître, il y a toujours question. Mais ça marche. Et il a le format d'un jeu de trivia. Il a la forme, il a la boîte, il a tout ce qu'il Ah, puis il y a le côté pari qui est vraiment Oui. intéressant. Puis j'allais dire, en fait, c'est un bon point parce que c'est un jeu de trivia dans lequel t'as pas besoin d'avoir la bonne réponse pour gagner. Au-delà de ça, t'as même pas besoin de miser sur la bonne Tout à réponse. fait. Parce que la bonne réponse, c'est très rare qu'elle va être sur la table. Ça va être la plus proche. Mais c'est, selon moi, ce qui fait que c'est un jeu de trivia qui, on pourrait dire, domine le monde du trivia depuis tu sais, des années parce que t'as pas besoin d'avoir la bonne réponse. Donc, oui, ça favorise pas la connaissance générale, tu sais, pointue, mais ça permet aux gens de jouer à un jeu de trivia sans se sentir un peu trop... Je suis d'accord. Fait que c'est comme Mais la beauté. largement d'accord. Mais c'est comme le Encore une fois, il double, marche. le double penchant de ce jeu-là. Tu sais, c'est comme... Je marche vois super bien bien. comment tu le vois aussi. Donc, le numéro 1, et j'imagine qu'il va être représenté avec son vrai nom. Alors, quelques arpents de piège. Non, parce que là, j'aimerais juste remettre deux petites choses. Oui, vas-y, que- vas-y. Il faut. Pour ceux qui ne le savent pas, alors peut-être qu'il y en a, je sais pas, dans un podcast aussi spécialisé si c'est le cas, mais au cas où je vous le dis, Trivial Pursuit, ça n'est pas Trivial Pursuit au départ, c'est quelques arpents de piège. C'est une version Faut savoir américaine que, de quelques arpents de piège. c'est la troisième version qui est sortie de ce jeu. Il y a eu
Putain, ça ne me rajeunit pas, j'avais 4 ans, donc les gens feront le calcul. En 79, il y a Chris Haney et Scott Abbott, qui étaient donc des Québécois, journalistes de tête. Alors là, pour le coup, je crois qu'ils étaient journalistes, et qui ont donc créé notre jeu à camembert que nous connaissons tous, que nous avons aimé ou détesté, créé en 79 sous le nom de Quelques arpents de piège au Québec. Et là, on parle de presque 3 ans avant qu'on le connaisse ailleurs. Après va arriver, je crois, en 80, une version France du jeu qui va s'appeler, je crois, Remue mes ninges. Voilà. Et seulement après, ça va être racheté, ça va être rebrandé et ça va être mis comme Trivial Pursuit. Mais Trivial Pursuit, c'est québécois. Et ces quelques arpents de piège, c'est la règle. Et juste pour dire quand même, donc c'est pour ça que je te disais, il faut avoir un peu de fierté, on parle quand même d'un jeu qui s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires depuis sa création. Il doit être un des jeux les plus vendus après Monopoly ou un truc comme ça. Là. On est dans le trio des 4 jeux les plus vendus. Plus de 70 millions d'exemplaires. Je sais pas si c'était un peu l'histoire aussi que c'était un jeu qu'ils ont dû éditer eux-mêmes, oui, qu'ils ont mis absolument, tu sais, c'est l'histoire, là, le entrepreneur dream, là, dans le sens ils ont mis tout leur argent là-dedans, personne croyait en leur projet, ils ont décidé de le faire, puis c'est ce que c'est aujourd'hui. Absolument. Donc c'est ton numéro 1, David, peut-être. Parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ok, fait que toi ça te dérange pas de mettre un numéro 1 qui est un jeu de merde en première position. Voilà. Non mais comme je l'ai dit, c'est pour moi. Non, mais là. Non, mais pour moi, il y a un moment où il faut rappeler les fondamentaux. Il y a des pionniers, ils l'ont été, ils le méritent. J'ai détesté ce jeu par plein d'aspects, je l'ai détesté. C'est un jeu terrible mécaniquement, le choix des questions est très pointu, c'est éternel, c'est long. Il y a un ensemble de choses. Il n'y a rien pour lui. Là. Oui, mais on y a tous joué un nombre de parties beaucoup trop nombreuses. Absolument. Ben, je suis content que tu le mettes pour cette raison-là et pas parce que tu es un fan. Parce que j'étais un peu inquiet à un certain point. Ça y est, là, il est vraiment trop français pour nous. Là. Non, ça a été pour moi, quand j'ai fait mon jeu de questionnaire fin finaux, c'était parce que je détestais. C'était je ne veux pas faire quelques enfants de plage. Donc tout ce qu'eux font, on le fera pas. Là. mais par contre, encore une fois, il faut s'incliner devant un phénomène locomotive. international qui continue de se vendre. Absolument. Et qui a un intérêt pour les gens qui sont, atteints du syndrome d'Asperger. Mais j'ai peut-être l'impression, par contre, que il y a encore une génération qui est attachée à ce jeu-là. Bien sûr. Et que ça va diminuer dans le temps. Que les nouveaux jeux vont quand même... Tu sais, je vois pas des gens de 20 ans qui veulent jouer à ça ou qui vont se l'acheter. Il va perdre un peu de son souffle, peut-être, j'ai l'impression. Là. Oui, sauf que au Valet de Cœur, par exemple, quand j'étais vendeur là-bas, je veux dire, sort le Trivial Pursuit, je sais pas, Game of Thrones, et là, c'est le rush dessus. Malgré tout, les franchises. Faut pas oublier, en dehors même de toute franchise, que on croit entre nous, parce qu'on est gamer, qu'on est sorti du sempiternel Risk, Trivial Pursuit, Monopoly, Scrabble. On est loin de là. On est très loin de là. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui connaissent plus que ça, qui ont une connaissance... Mais non, ça représente, on représente moins de 15% de la population. C'est drôle que tu dis ça parce que j'étais en train de... Quand je faisais ma recherche pour cet épisode-là, je regardais les tops des jeux de trivia que les gens mettaient. Et Trivial Pursuit, Lord of the Ring, et dans le top 10 des jeux de trivia sur BGG, là, il est là, puis il est comme, ok, mais c'est vrai que quand tu vas dans des domaines plus et on parle de BGG en plus, d'un endroit qui ne brasse que des gros gamers velus. Absolument. Ou gameuses, je suis désolé, je ne vais pas faire un MeToo. Non, c'est ça, exact. Faut être prudent. Hein, faut être prudent. Pas un MeToo sur les ondes de balado ludique. Absolument. Déjà que, c'est ça. Déjà que ton numéro 1, c'est quelques arpents de piège, faut être prudent. Donc, votre numéro 1. C'était Wit & Wagers. C'est ça. Évidence. C'est la première fois qu'on fait un épisode sous influence de l'alcool, donc on a eu quelques petits ratés. Numéro 4! Numéro 4, on repart! Non mais et effectivement, d'un point de vue mécanique, Wit & Wagers a bien plus sa place en numéro 1. Mais encore une fois, des choses existent et des choses qui... Des gens, des jeux qui, s'ils n'avaient pas existé,
rien d'autre. Voilà. Non, mais c'est les intéressant que pionniers tu sont- le mettes pour cette raison-là, tu sais, puis comme j'ai beaucoup de respect pour cette réponse-là. En temps normal, j'aurais juste, tu sais, j'avais tous les arguments pour te dire que c'était pas un bon jeu, mais tu le sais. Puis tu le sais sûrement plus que nous, donc parce que tu as sûrement joué plus que nous. Ouais, prends, J'ai encore le cœur brisé. Là. Ça a l'air d'un traumatisme. Non, c'est ça, on voit là, plate, il est suant, il y a des larmes sur son visage, il est pas bien. Ben, en fait, ça fait le tour de notre épisode. Donc, nouvelle formule unique, épisode 17, c'est notre formule avec invité animateur. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant, David. Ça a été super cool de vous revoir. Ben ouais, Ben puis, ouais, merci maintenant, beaucoup. Merci t'es à vous. sur la liste officielle des invités animateurs. C'est une formule qui a prouvé qu'elle fonctionne. Donc, chaque fois que tu es à Montréal, quand tu veux, tu nous le dis et on t'invite avec plaisir parce que c'est toujours intéressant que tu sois là. Tellement un beau bagage dans le jeu, Ouais. t'apportes une vraie richesse à notre émission, donc c'est vraiment intéressant. Bah, merci à vous et à la prochaine avec, j'espère, des nouvelles belles choses. Ouh, des petits protos secrets, des expansions secrètes. Taisez-vous. JF, C'est bon! merci beaucoup. Ouais, Et merci à toi. sur ce, je vais finir par notre catchphrase non officielle. Ouais. Continue à jouer. Continue à jouer! Continuez à jouer!